Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Merci Ariel de m'avoir invité pour une conférence. Oui. Ils n'entendent pas. Ah, ils n'entendent pas, il faut que je parle plus fort? Voilà. Non mais c'est bon, je peux parler plus fort, j'espère que ça va durer jusqu'à la fin de la journée. Bon, alors donc, moi jusqu'en 1990, je crois au récit officiel du massacre d'Oradour. Alors le récit officiel, vous le connaissez, hein. Les Allemands viennent à Oradour, on ne sait pas trop pourquoi, mais très probablement parce qu'ils en ont assez de la résistance qui les harcèle. Il y a eu le débarquement américain, enfin allié en Normandie le 6 juin. La division d'Reichsreich remonte pour aller se battre. Et pendant qu'elle remonte, elle est harcelée par la résistance. Et un jour, les Allemands se disent, ça suffit, il faut frapper un grand coup pour tétaniser la résistance et la population. Donc on va dans un village innocent. On sépare les hommes des femmes et des enfants. On met les hommes dans 6 granges et garages. Et on met les femmes, on entasse les femmes et les enfants, à peu près 500 femmes et enfants, dans l'église. Premier signal, un coup de pistolet, on fusille les hommes. Et une fois que les hommes sont fusillés, on met le feu à tout ça. Et ensuite, les SS convergent vers l'église. Et là, alors, en gros, ils mitraillent les femmes et les enfants. Et une fois que tout le monde est mort, enfin, on entasse du bois, on met le feu. Et l'église, un incendie généralisé pendant des heures, détruit l'église et brûle plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de cadavres qu'on retrouvera en cendres. Voilà. C'est l'histoire officielle du drame d'Oradour. Et ce qu'on retient surtout, c'est le massacre des femmes et des enfants. Les SS rentrent, mitraillent tout le monde, et une fois que les gens sont morts ou blessés, on met le feu avec des chaises, des bancs, tout ce qu'on peut trouver. Donc moi, jusqu'en 1990, j'y crois, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on me mente. Et puis, c'est les circonstances de la vie. Un soir, je discute avec un de mes amis qui était un peu admiratif des Waffen-SS. Bon, moi, personnellement, en tant qu'un peu anard, l'armée, c'est pas trop mon truc. J'ai dit, oui, mais t'es SS, bon, t'en fais un discours dithyrambique, mais enfin, en France, ils ont quand même commis le crime d'Oradour-sur-Glane. Et c'est là qu'il me dit, ah non, pas forcément. Et il me donne ces 2 brochures. La brochure d'un Allemand, en fait Otto Weidinger, qui est un ancien de la Reichsreich, qui n'était pas à Oradour, mais qui était un gradé, qui a écrit « Tulle et Oradour, tragédie franco-allemande ». C'était surtout l'affaire d'Oradour qui m'intéressait, plus que l'affaire de Tulle. Et puis il me donne une brochure bêtement photocopiée, qui n'a jamais été vraiment éditée, mais qui circulait comme ça, donc de Pierre Moreau, que je connaîtrai d'ailleurs plus tard, en Belgique, en écoutant crier les pierres. Et ces 2 brochures contestent la version officielle. Celle de l'allemand, elle conteste en disant « Non, on n'est pas venu à Oradour pour massacrer les gens, c'est une opération de police qui a mal tourné. » J'y reviendrai. Mais c'est surtout celle-là qui m'intéresse en écoutant crier les pierres, parce que l'auteur développe quelques considérations techniques pour dire que ben non, l'église n'a peut-être pas brûlé, mais elle aurait plutôt explosé. Et là, ben, l'affaire me prend aux tripes. Je me dis, mais il faut que je mène mon enquête. Alors, à l'époque, j'avais 21 ans, et je tiens à dire que pour faire de la recherche historique, c'est pas la peine d'avoir beaucoup de sous, vous savez. Je veux dire, on s'imagine qu'il faut avoir des diplômes, qu'il faut avoir pénétré dans des archives, etc. Moi, j'ai pas fait comme ça du tout. Et j'ai commencé par acheter des livres, notamment le livre officiel de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Et la première chose, en effet, mes premiers doutes qui me sont venus, c'est en feuilletant ce livre, je me suis aperçu que le soir du drame dans l'église, 2 meubles en bois survivaient, avaient été préservés. L'autel de la chapelle dédiée à Saint-Joseph et
le confessionnal dans la chapelle dédiée à la Sainte Vierge. J'étais à l'époque étudiant ingénieur chimiste, et donc je savais certaines choses, et notamment je savais, bon, ce que tout le monde sait, que, eh bien, quand il y a un incendie, paradoxalement, quand l'incendie se développe, le principal mode de transport de la chaleur, ce n'est pas l'air chaud qui monte. Bon, ce n'est pas la conduction, parce qu'on ne met pas quelque chose, c'est la radiation. Ce sont les radiations, c'est le rayonnement thermique. C'est un peu le principe du barbecue. Quand vous avez vos braises et que vous mettez une entrecôte dessus, c'est pas les flammes qui vont cuire votre entrecôte. Sinon, ça la carboniserait. C'est la chaleur dégagée par les braises. D'ailleurs, il suffit de mettre sa main devant, même si vous ne touchez pas les braises, même si vous n'êtes pas au-dessus de l'air chaud qui monte, vous le sentez. Et d'ailleurs, le rayonnement est tellement fort que souvent, c'est ce qui empêche les pompiers d'approcher de certains incendies. Et je m'étais dit, ah ben si l'église a brûlé là, comme on le dit, rien n'aurait subsisté dedans. Absolument rien. Donc c'est vous dire, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, rien qu'avoir feuilleté ça, j'ai dit, c'est bizarre. Et d'ailleurs, j'étais pas le seul. Des années après, j'ai découvert qu'un président de la République avait eu les mêmes sentiments. Le président, un autre Vincent Auriol, président en 1947, il avait visité Oradour en 1947 et lors du procès des Waffen-SS d'Oradour en 1953, parce que l'instruction a duré 9 ans, enfin 8-9 ans, il a en gros été derrière la loi d'amnistie. Et on lui a posé la question, mais pourquoi avez-vous fait une amnistie qui a été très incomprise en France à l'époque? Et justement, et le président lui a répondu à celui qui posait ça, c'est évidemment à cause des Alsaciens figurant parmi les accusés, dont la condamnation révoltait l'Alsace et y attisait les sentiments anti-français. On devait savoir là-bas, parce que ces jeunes avaient dû raconter à leur famille que les événements ne s'étaient pas déroulés tout à fait selon la version présentée au procès de Bordeaux. Et il y a une petite note qui nous dit, justement, notamment en ce qui concerne les femmes et les enfants censés avoir péri dans un incendie de l'église, alors qu'aucune trace de suie n'en maculait les murs et que des boiseries intérieures étaient intactes, comme Vincent Auriol l'avait constaté lors de sa visite sur place, peu après son élection à la présidence de la République. Donc ça, je l'ai appris des années après, grâce à un livre que m'a transmis quelqu'un qui est dans la salle, et que je remercie, merci beaucoup. Voilà, moi j'étais pas au courant de ce livre, mais j'ai découvert donc des années après que oui, eh bien un Vincent Auriol, un président, avait dit mais oui, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Alors naturellement, le président ne pouvait pas ruer dans les brancards et dire visiblement l'histoire qu'on raconte depuis 9 ans est fausse. Il s'est arrangé pour que les accusés alsaciens qui ont été condamnés ont été libérés le soir même, et les accusés allemands sont restés quelques mois en prison, ont été libérés ensuite, et les 2 accusés qui avaient été condamnés à mort, dont Booz, l'Alsacien Booz, sont restés quelques années en prison et ont été après relâchés, et Booz a été prié de se faire oublier outre-Rhin. Donc j'ai découvert après que voilà, j'étais pas le seul à avoir pensé ça. Bien, il y avait une autre chose qui avait fait naître mes doutes, c'était que toujours dans ces livres, on présentait des photos des cadavres retrouvés dans l'église. Et quand j'avais regardé ces cadavres, mais je m'étais dit, mais c'est pas des gens qui ont brûlé dans un brasier pendant des heures, ça. L'enfant, son short est là, ses chaussures. Si vous restez des heures dans un incendie, il n'y aura plus rien. La femme, on voit encore ses cheveux, on voit encore les traits de son visage. Et ce sont des bouts de corps. Ça, c'est typique d'une explosion. C'est pas des corps qui sont restés dans un incendie, ça. Il y a pu y avoir après des incendies, après suite à l'explosion, oui. Mais c'est pas un incendie généralisé. Et ça a été un autre doute. Rien qu'en lisant les livres, je me suis dit, oula, ça va pas. La thèse officielle ne tient pas debout. Il s'est passé autre chose.
autre chose que l'on cache. Donc, il doit y avoir anguille sous roche. Bien. Donc ça a été mes premières découvertes. Et puis, quelque chose énorme, c'est qu'on prétend qu'une seule femme a pu réchapper au massacre de l'église. Marguerite Roufanche. Et Marguerite Roufanche, elle a témoigné, et il y a ce qu'on appelle son témoignage officiel du 30 novembre 1944, qui a été publié dans toutes les éditions du livre officiel, de l'association des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Et dans ce témoignage du 30 novembre, elle dit que les Allemands, à un moment, vers 16h, ils sont arrivés dans l'église et ils ont déposé une caisse. Et ils ont allumé les cordons, il y avait des cordons qui partaient de cette caisse, et soudainement, la caisse a été le siège d'une forte explosion. Ça, c'est Madame Roufanche en novembre 1944. Mais Madame Roufanche avait été interrogée en juin 1944 par Pierre Poitvin. Et elle lui aurait dit, c'était une caisse du volume et de la hauteur de ma table de nuit, personne ne voulut s'en approcher, mais elle n'explosa pas. Donc en 5 mois, le témoin numéro 1 opère un virement à 180 degrés. D'abord, la caisse n'explose pas, et ensuite, on lui dit non, je devais être distraite. En fait, elle a explosé fortement. Donc là, c'est pareil, je me suis dit, oula, bon, il faut aller faire une enquête. Là, j'étais tout excité. Il fallait faire une enquête, parce que bon, les 2 brochures qu'on m'avait données, la brochure de l'allemand, c'était en gros la parole des Allemands contre la parole des Français, enfin, plus la parole de SS contre la parole de Français, bon. Puis la brochure du Belge, c'était quelques pages, mais je me suis dit, il faut aller plus loin, il faut aller. Alors, c'est là que j'ai mis en pratique la principale leçon que le professeur Forisson m'avait donnée. Le professeur Forisson, donc le révisionniste number 1 dans le monde, de son vivant, j'avais lu son mémoire en défense de 1980. Et dans son mémoire en défense, il commençait très abruptement, mais très juste. Il disait, donc le grand public croit que les chambres à gaz hitlériennes ont existé, il s'imagine de bonne foi qu'il existe 1000 preuves de leur réalité, mais c'est lorsqu'on demande à voir ces preuves, et c'est lorsqu'on examine celles-ci, qu'on s'aperçoit que cette croyance n'a pas de fondement. Encore faut-il se donner la peine justement d'aller y voir de près. Et il avait dit, là, on ne doit plus que jamais être soucieux d'établir la matérialité des faits. Et ça a été la grande leçon que m'a donnée le professeur Forisson. Il disait, vous devez vérifier la matérialité des faits. Vous devez aller voir de près. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer mon enquête en partant à Oradour. D'ailleurs, plus tard, Forisson m'a dit, c'est lui-même là, si vous aviez écrit un livre sur l'affaire sans avoir enquêté sur le terrain, je ne vous aurais plus jamais parlé. Parce qu'il voulait justement que l'on aille sur le terrain, pas que l'on reste dans les bibliothèques à lire des tas de livres sur un sujet. Il disait non, allez d'abord sur le terrain, interrogez les gens, faites des mesures. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors là, c'est pareil. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. J'avais 21 ans à l'époque, j'étais étudiant, mes parents avaient fait faillite, il n'y avait plus rien, je vivais déjà de cours de maths, et je suis allé à Oradour comme ça. Alors vraiment comme ça, puisque je peux vous dire, j'ai pris un billet de train pour Limoges, en disant, une fois que je serai à Limoges, je verrai bien comment je vais à Oradour. Hein, ça a été mon premier voyage à Oradour, c'était à l'été 1990. Alors avant de faire ce voyage, j'ai fait quelque chose d'essentiel. J'ai été à la recherche de témoins. Et pour cela, pareil, c'était pas la peine d'aller dans des archives. J'ai été à la bibliothèque de Caen, j'ai consulté les Ouest-France de l'époque, tous les Ouest-France qui parlaient chaque jour du procès des Waffen-SS en 1953. Et quand il y avait un article sur les rescapés, puisqu'il y avait des témoins, il y avait eu des rescapés à Oradour, il y avait Marguerite Roufanche, il y avait 5 hommes qui étaient rescapés des granges, qui n'étaient pas morts lors des fusillades. Et puis il y avait tous ceux qui s'étaient cachés. Il y avait tous ceux qui avaient réussi à se carapater avant que les SS ne cernent le village, ou tous ceux qui s'étaient cachés et qui avaient survécu. Pour la majorité des gens, il y avait 3 témoins. Madame Roufanche, l'unique rescapée de l'église, et 2
hommes qui étaient sortis indemnes des Granges, Robert Hébras, Marcel Dartout. Mais en fait, en lisant cela, j'ai lu qu'il y avait beaucoup plus de rescapés. Et quand je trouvais un nom, je le surlignais. Et après, qu'est-ce que j'ai été faire? À l'époque, il n'y avait pas Internet. J'étais à la poste de Caen, la poste centrale. J'ai pris l'annuaire de Haute-Vienne, 87. J'ai été voir à Oradour. Et j'ai regardé si ces gens n'étaient pas encore dans l'annuaire à Oradour. Ou dans les villages d'à côté. Et j'ai retrouvé comme ça des gens. Voilà. Et je suis parti avec cette petite liste de témoins. Un vieil appareil photo que ma mère avait adolescente. Et un enregistreur de cassettes et un cahier de brouillon d'enfant avec un stylo. Et une tente. Voilà avec quoi je suis parti. J'ai pris un billet pour Oradour en disant « Eh ben, je vais y aller. » Et advienne que pourra. Ça a été ma première enquête. 21 ans. Alors, ce voyage, je peux vous dire une petite anecdote. Donc, c'est pour ça que je dis nul besoin de beaucoup d'argent pour enquêter. Moi, je suis parti pour Limoges. C'était un samedi. Vous verrez pourquoi je m'en souviens. Et je m'étais dit, bon ben à Limoges, il y aura bien un bus pour Oradour. Comme ça, j'irai dormir le soir. J'avais pris ma canadienne avec moi. Et puis quand j'ai dit, il y a eu un contrôleur qui est pas loin de Limoges qui a contrôlé les billets. Je lui ai dit, oh pardon monsieur, comment je ferai ce soir pour aller à Oradour? Il m'a dit, mais on est samedi soir monsieur. Vous ne pourrez pas aller à Oradour. Il n'y a plus rien maintenant. Donc vous avez un hôtel à Limoges? Je dis, bah non, puis j'ai pas beaucoup d'argent. Oh là! Et c'est là qu'il m'a dit, non, bah écoutez, ne descendez pas à Limoges. Vous avez de la chance, le train s'arrête près de Nantia, il y a un camping, et à Nantia, vous serez à peu près à 20 km d'Oradour. Donc, bah, le lendemain matin, vous pourrez y aller, vous irez à pied. Eh oui, c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêté au camping de Nantia, je me souviens encore de ce camping. J'ai planté ma tente, j'ai dormi, et le lendemain à 6 h, avec une carte Michelin que j'avais achetée au camping, je suis parti pour Oradour à pied. Voilà comment je suis arrivé à Oradour pour la première fois, avec mon petit sac à dos, mon petit cahier de brouillon, 3 fois rien. Et je me souviens encore à un moment, je savais que j'approchais d'Oradour, et à la sortie d'un virage, j'ai vu le clocher de l'église. Et ça, j'ai dit, à nous deux Oradour. Je sentais que ça allait donner quelque chose. Bref, mais voyez, voilà comment je suis parti. Donc quand des gens me disent, oui, mais comment vous avez fait pour accéder à toutes ces archives? Mais non, c'est très simple. Il faut juste oser. Il faut juste dire, allez, j'y vais. Et advienne que pourra, la providence sera là. Voilà, et bien ça s'est passé. Donc je suis arrivé à Oradour-sur-Glane. Alors à Oradour, j'ai été frappé. Et là, la providence m'a aidé, Deo Gracias. J'ai été frappé chez différentes personnes dont j'avais trouvé les adresses sur l'annuaire. Et notamment, j'ai été frappé chez monsieur et madame Renaud. J'ai frappé le soir. J'ai dit bonjour monsieur, je suis un étudiant, je m'intéresse à l'affaire d'Oradour. Est-ce que je voudrais vous interroger parce que je sais que vous avez survécu au drame, vous étiez caché. Et le gars était très content. Il m'a dit ah, mais comment vous m'avez trouvé? J'ai dit je vous ai trouvé en regardant les comptes rendus des procès. Mon jeune ami, venez avec moi dans les ruines, je vais tout vous montrer. J'étais très content, c'était un soir, il n'y avait plus tellement de visiteurs, il m'a emmené dans les ruines, on a passé les barrières que les visiteurs ne peuvent pas passer normalement, il m'a dit rassurez-vous, hein, moi j'ai le droit, je vous accompagne, et il m'a emmené dans un petit jardin, derrière une maison, la maison du garage de Zourteau, et il m'a dit voilà, vous voyez là, ce monticule de pierre, il était là, le jour du drame. On s'est caché avec mon épouse et monsieur de Zourteau, on s'est caché là. Ah bon. Et on était à une 40aine de mètres de l'église. Et il m'a dit, vous savez, un moment, le clocher a explosé. J'ai senti le souffle me frapper le visage. Et là, j'ai dit, mais alors, c'est vrai? L'église a explosé très fortement et ça, on n'en parle jamais dans la thèse officielle. Et là, je me suis dit, je suis sur la bonne piste. Alors, j'ai voulu l'interroger en plus, mais visiblement, il ne voulait pas m'en dire plus. Mais peu importe, je savais que j'étais sur la bonne piste et qu'il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas. Alors après ça, j'ai été, naturellement, quand j'ai été à Oradour, j'ai été à l'église, au centre du drame. Et là, j'ai observé, j'ai fait des constats matériels.
comme une enquête criminelle banale. J'ai pas été dire « Ah, c'est terrible, quelle horreur !» Non, non, non. Il faut avoir le cœur froid. Alors c'est vrai que vous passez, pardonnez ma vulgarité, vous passez pour un salopard. Mais il faut avoir le cœur froid. Oui, il y a des femmes et des enfants qui sont morts. Mais moi, attendez. Je veux voir les circonstances. Alors je vais observer. Et donc c'est quand j'ai vu ces cloches, j'avais fait de la résistance des matériaux pendant mes études de chimiste, parce que la chimie, c'est pas que des petites réactions, il y a plein de choses autour. Et j'ai été frappé. On dit les cloches ont fondu. Ah non! Elles ont partiellement fondu. La nuance est capitale. Quand j'ai regardé les cloches, j'ai dit tiens, il y a la moitié des deux anneaux de frappe, parce qu'il y avait deux cloches en fait. Des fois on dit la cloche, il y en avait deux. La moitié des anneaux de frappe, ou le marteau frappe, bing, est intacte. Et quand on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a même encore le nom de baptême de la cloche et tous les motifs. Donc l'anneau de frappe est parfaitement conservé. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que l'anneau de frappe, l'endroit où il commence à être fondu, c'est pas une brisure qui aurait été due à une chute de la cloche au sol. C'est une brisure molle. Ça veut dire qu'à quelques centimètres, l'alliage a complètement fondu. Et quelques centimètres plus loin, l'alliage est complètement intact. Or, un métal conduit la chaleur. Si ça avait été pris dans un feu, la chaleur aurait diffusé dans tout le métal. Et si ça avait fondu, tout aurait fondu. Or là, s'il y a quelques centimètres, il y a du métal qui a complètement fondu et après du métal qui est complètement intact, c'est que le phénomène destructeur a été très puissant et très bref. Très puissant et très bref, c'est pas un incendie, c'est une explosion. Et là, quand j'ai regardé les cloches, je me suis dit, oula, tout concorde. Je n'ai pas besoin des témoignages. J'ai besoin de voir les faits. Voilà. Alors, j'aurais pu aussi vous parler de la croix fêtière qui est confirmée, mais peu importe. Bien. Alors ça a été très important pour moi. Ensuite, il y a eu une nouvelle chose. J'ai observé les photos de l'église prises après la tragédie. Cette photo a été prise, pas le surlendemain, mais c'est pratiquement comme les photos du surlendemain. Là, qu'est-ce qu'on voyait? Des traces de suie. C'était la sacristie. Oui, la sacristie, il y a eu un feu dans la sacristie. Mais là, au niveau du clocher, pas de traces de suie. Or, voilà une photo d'Oradour, un tableau d'Oradour fait par un artiste pour la couverture d'un livre. Et oui, s'il y avait eu un incendie dans le clocher, la toiture ne se serait pas effondrée tout de suite, parce que le bois résiste beaucoup à l'incendie, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que quand il y a un incendie, le bois se carbonise à l'extérieur, et ça fait comme une armure qui empêche après la chaleur de diffuser. Donc le bois résiste longtemps. Donc le toit ne se serait pas effondré tout de suite. Pendant très longtemps, les flammes seraient sorties par les ouvertures disponibles, et de la fumée aurait léché les murs avec les flammes, et serait donné des traces de suie. D'ailleurs, vous voyez ici cette église. C'est une église du département de l'Ain qui a eu un incendie accidentel en 2002 ou en 2012. Je ne me rappelle plus, mais enfin, peu importe. Vous voyez que tout le long du clocher, il y a des traces de suie. Et en plus, les poutres sur le toit sont conservées parce que justement, c'est dur à faire brûler du bois comme ça. Or, à l'église d'Oradour, c'est complètement différent. Pas de traces de suie. Et pas de poutre non plus. Et donc, pas d'incendie à l'intérieur de ce clocher. Non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, là, j'ai continué mon enquête. Et dans l'église, il y avait quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand vous visitez l'église, le guide ne vous dit rien sur la voûte du clocher. Il ne vous dit rien. Et quand les gens regardent, ils disent « Oh oui, bah la voûte est là ». Mais non. Quand vous observez la voûte, vous voyez que l'oculus, les pierres de l'oculus sont très modernes. Les 4 arcs ici sont très modernes. Il n'y a que 2 pierres d'arc beaucoup plus anciens.
Tout le reste est très moderne. La voûte a été reconstruite. Et d'ailleurs, c'est confirmé par des documents d'époque. Là, c'est un livre publié en 44, octobre 44, donc dans l'enfer d'Oradour. L'auteur dit « Le bronze de la cloche fondue, amalgamé dans les pierres de la voûte du clocher effondrée ». Et il y a eu un rapport des renseignements généraux, parce que le gouvernement de Vichy a fait une enquête sur cette affaire, un rapport qui a été rendu le 4 juillet, où l'enquêteur dit « La voûte du clocher qui surplombait l'église s'est effondrée ». Donc cette voûte s'était effondrée, mais on le cache aujourd'hui à Oradour. Et là j'ai dit, si on le cache, c'est pareil. C'est qu'on ne veut pas que l'on sache qu'il y a eu une explosion dans le clocher. Or, si c'était les Waffen-SS qui avaient provoqué cette explosion, on le dirait. Mais non, non, on veut nous le cacher. C'est là que j'ai continué à me dire, allez, on continue l'enquête. Alors, tous ces constats matériels m'ont permis de comprendre ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé dans l'église d'Oradour, c'est pas un incendie généralisé, mais non. Ce qui s'est passé, c'est une explosion dans le clocher. Elle a détruit complètement ou partiellement la voûte. Il y a des gaz enflammés qui sont partis par au-dessus et d'autres qui sont partis par au-dessous et qui ont traversé la nef très rapidement. Il y a eu en même temps des pierres de projeter et puis le souffle a dû projeter les bancs, les chaises. Un banc qui est projeté par un souffle, si ça vous arrive dans la figure, vous n'êtes pas là pour dire ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi tous les corps étaient déchiquetés et pas carbonisés. Parce qu'il y a eu une explosion violente. Et sachant que l'hôtel Saint-Joseph était là et que le confessionnal était là, ils n'ont pas été atteints par le souffle de l'explosion et les gaz enflammés. Et c'est pour ça qu'ils ont subsisté. D'ailleurs, cette photo que je vous montre ici, elle est extraite d'une brochure qui s'appelle Oradour, Souviens-toi, Remember. Elle est parue pour la première fois en 1945. Et dans l'édition de 1945, on voyait le confessionnal avec la légende suivante, le confessionnal qui, par extraordinaire, a échappé à l'incendie. Il n'y a pas de phénomène extraordinaire dans ces moments-là. Et dans les éditions postérieures, la photo a disparu. Il est bien évident qu'il y a des gens qui se sont dit comme moi, non mais attendez, il y a des pompiers, tous les experts des incendies, ils ont dit attendez, s'il est là, c'est que ça n'a pas cramé. Donc ils l'ont retiré des éditions postérieures. C'était fini. Donc j'ai compris ce qui s'était passé. Il y avait eu cette explosion. Alors, à Oradour, il n'y a pas qu'une thèse, hein, il y a plein de petites thèses, il y a une efflorescence de thèses. Et alors il y a une thèse qui tente de faire porter cette explosion du clocher par les Waffen-SS. On dit c'est leur responsabilité. Alors on nous dit voilà, en fait les Waffen-SS, alors c'est dans la petite histoire d'Horatio Soglan, mais il n'y a pas que là, hein, on nous dit en fait, quand ils ont mis les femmes et les enfants dans l'église, ils ont d'abord voulu les tuer tous d'un coup en faisant sauter l'église. Bon, c'est une idée complètement stupide. D'ailleurs, elle est d'autant plus stupide que dans le livre Oradour via le martyr, l'auteur précisait bien, l'édifice le plus solide du village était naturellement l'église, faite de blocs et de moellons de granit, comme toutes les églises limousines, parfaitement appareillées et unies par un ciment presque indestructible. Il faut savoir que l'église d'Oradour, c'était une église qui datait des guerres de religion. En fait, elle servait aussi, pour en cas d'assaut, que tout le monde se réfugie dedans. C'était en fait un mini château fort. Les murs sont épais de 1 mètre, il y a des échauguettes, enfin, vous avez l'impression de voir un donjon de château fort. Vouloir faire sauter un truc comme ça, c'est absurde. C'est totalement absurde. Si j'avais voulu tuer 400 femmes et enfants, je les faisais sortir par groupe de 20 et je les mitraillais dans un champ. Ça allait beaucoup plus rapidement que vouloir faire sauter une église. Donc déjà, quand on me dit ça, je dis non, attendez, mais des Waffen-SS aguerris vont pas avoir cette idée digne des pieds nickelés. C'est pas possible. Mais, donc ce qu'on nous disait, c'était, bah oui, en fait, vous savez, avant de rentrer dans l'église, ils ont d'abord tenté de faire sauter l'église, mais ça n'a pas marché. Je parle. Ça n'a pas marché, ça a fait un... Ils disent bien d'ailleurs, mais la tentative fit plus de bruit que de dégâts. Donc ça veut dire que les enfants et les femmes attendent dans l'église, les SS montent, ils mettent des explosifs dans le clocher, boum, ça fait énormément de bruit, et puis, bah ça rate. On ne sait pas trop, ça marche pas. C'est pour ça qu'après, vite, ils font une caisse, ils l'emmènent,
la caisse, ils la mettent à feu, et puis après, ils mitraillent les gens. Voilà en fait ce qu'on nous raconte. Donc on nous raconte qu'au début, ils ont tenté de faire sauter l'église. Et que ça a foiré. Il est évident que cette histoire était tellement ridicule que pendant l'instruction, il y a un juge qui s'est dit, mais si les Allemands ont fait ça, pendant que les femmes et les enfants attendaient anxieusement, ils ont dû entendre une explosion dans le clocher. C'est la moindre des choses. Et ce juge a interrogé l'unique rescapé, ou la femme présentée comme l'unique rescapé de l'église. Il l'a interrogé en juillet 47. Et vous avez donc ici l'en-tête de l'interrogatoire. Et qu'est-ce que répond Madame Roufanche, de son nom de jeune fille Turmot? Pendant tout le temps que je suis resté dans l'église, je n'ai vu ni entendu aucune explosion. Ah, alors cette pièce, cet interrogatoire de Madame Roufanche, vous ne le lirez jamais, vous ne la verrez jamais. Je l'ai découverte dans les archives des avocats des Waffen-SS. Depuis quelques semaines, j'en ai l'original, extrait des archives de la justice. Mais je suis le premier et je reste le seul à en parler. Parce qu'elle détruit la thèse des Waffen-SS qui veulent faire exploser l'église avec on ne sait trop quels explosifs. Et non, l'explosion dans le clocher ne peut être imputée aux Waffen-SS. Il y avait quelque chose dans ce clocher. Quelque chose qu'on ne veut pas dire surtout. Et il y a un autre témoignage qui est très important. D'une femme qui était cachée avec son mari, elle aussi. Elle a témoigné. Un bruit épouvantable éclate dans la direction de l'église qui était à quelques dizaines de mètres de nous. Détonation sur détonation se succèdent, suivies d'une immense clameur et de cris effrayants. Les mitrailleuses crépitent. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que sous le toit, il y avait tout un dépôt de munitions. Et il y a eu des explosions à la chaîne. Et elles ont soufflé toutes les toitures. C'est pour ça que le surlendemain du drame, il n'y avait plus de toiture, alors qu'il aurait dû rester des poutres de l'église après un tel incendie. Voilà. Alors Madame Lang a fait ce témoignage-là, qui a été tout d'abord reproduit, et qui est reproduit dans le livre officiel de l'Association des familles des martyrs de Radour-sur-Glane. Mais il faut savoir que ce livre officiel a servi de base à un livre officiel du gouvernement français, édité par le service de recherche des crimes de guerre ennemis en France. Pour faire ce livre sur Oradour, le service de recherche sur les crimes de guerre a pris l'ouvrage de l'association des familles des victimes d'Oradour et a pratiquement plagié, mais bon, normal. Et ça, c'était intéressant parce que j'ai comparé les deux. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que dans le livre officiel des familles d'Oradour, le témoignage de Madame Lang est là. Il est à la page 59 dans l'édition de 1945. Et là, vous avez le livre officiel des crimes ennemis en France. Et le témoignage de Madame Lang a été remplacé par un autre texte. Il a disparu. Naturellement, les gens qui faisaient ça, c'était des militaires. Quand on leur parle de détonations qui se succèdent, ils disent « Mais attendez, c'est qu'il y avait un dépôt de munitions sous le toit. On ne peut pas mettre ce témoignage-là. » Donc ils le retirent. Ils en mettent d'autres choses insignifiantes. Et lors du procès des Waffen-SS, Monsieur et Madame Lang ne seront pas convoqués pour témoigner. Ça fait partie de tous ces survivants qui se sont évaporés parce qu'ils disaient des choses qu'on ne voulait pas entendre. Voilà. Donc, Madame Lang, j'ai dit ok, son témoignage est capital parce que sinon il n'aurait pas été retiré. Il triche en face. Il triche, il n'arrête pas de tricher depuis le début. Bien. Alors, on me dira oui, mais enfin vous parlez d'un dépôt de munitions sous le toit, dans le clocher. Qu'est-ce que c'est que ces fariboles? Mais non, mais non, mais non. Quand vous lisez notamment des livres sur la résistance parus dans les années 45-50, eh bien vous êtes surpris, et vous les trouverez dans mon livre, les extraits dans mon livre, avec toutes les références, tout le monde peut vérifier. Hein. Eh bien on apprend que les résistants utilisaient les églises et les clochers pour faire des dépôts de munitions. Je cite des tas
de textes. Et par exemple, Histoire de la résistance en Périgord. Eh bien, il nous dit que à Siorac en Périgord, donc les maquisards étaient commandés par un certain Charles Brouillet, dit le bolchevique, et où il avait caché le gros des armes sous le toit de l'église. Et voilà ce que dit Charles Brouillet. « Ha mon cher Jean-Pierre !» s'exclamera gaiement Brouillet. « Siorac compte 2000 habitants et sur ces 2000 habitants, il y a 2000 résistants. » Il lui confia sur sa lancée que le gros des armes était caché dans le toit de l'église. À l'église, tu vois, c'est sous la protection du bon Dieu. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, et même en 1951, encore dans le nord de la France, il y a un problème dans un clocher, des gens montent et ils découvrent des explosifs qui étaient là depuis l'occupation. Plus personne n'y pensait, ils avaient été oubliés là. Et en 1999, à Virton, c'est en la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, eh bien, ils réparent une église et soudainement, tout un arsenal leur tombe dessus. Il était planqué sous le toit, au-dessus des voûtes, depuis 1945. Tout le monde l'avait oublié. Donc, j'en ai parlé à l'époque. Voilà. Et en juin de 2004, la veuve d'un résistant va dans une école pour expliquer ce que faisait son mari, qui était d'un réseau de résistance qui s'appelait le réseau Hector, dans l'Orne. Et elle raconte... L'émission de mon mari, c'était le repérage de terrains de parachutage et des planques d'armes dans le clocher de Loisail. Et oui, ils planquaient du sud au nord jusqu'en Belgique, ils planquaient des armes dans les clochers. Donc, à Oradour, c'était sûrement un dépôt d'armes dans le clocher. Voilà. Alors, nouvel argument qu'on va me dire. On va me dire, oui, enfin, à Oradour, vous dites ça, mais il n'y avait pas de résistance à Oradour. Très bien. Alors, il n'y avait pas de résistance, c'est ce qu'on nous disait depuis 1944. Mais en fait, pas du tout. Alors déjà, dans mon premier livre en 1997, j'avais démontré qu'il y avait de la résistance à Oradour. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, il y a un livre qui est paru. Un livre, en fait, c'était le manuscrit d'un certain Mathieu Bory. Mathieu Bory était un habitant d'Oradour. Et il avait écrit son témoignage après le drame. Son témoignage, on n'en avait publié que des extraits, qui n'étaient pas très intéressants d'ailleurs. Et en 2018, son manuscrit intégral a été publié. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, qu'il y avait un maquis structuré à Oradour, qui disposait même dans cette maison d'un labo photo pour faire des faux papiers. Donc c'est pas les quelques maquisards avec une pétoire, hein. C'est un maquis structuré et outillé. On fait des faux papiers. Et Monsieur Bory nous dit, ah ben là, la pharmacie Pasco, c'était le résistant de mon groupe d'Oradour. Et puis là, la maison de Monsieur et Madame Dupic, responsable de la résistance à Oradour. Donc il y avait un maquis parfaitement structuré à Oradour. Donc voilà, Oradour, village sans résistance, mon œil. Et alors là, il y a une autre histoire qui est très intéressante. Ça a été l'une des plus belles histoires de ma vie. C'est l'arrivée d'un témoin gênant. Je vous explique. Pendant que je faisais mon enquête sur Oradour, il y avait un homme de Limoges, donc pas loin d'Oradour, qui était révisionniste depuis longtemps, et il m'avait connu. Et il m'a envoyé régulièrement des articles. Bon, c'était à l'époque où je travaillais comme professeur, je suis quand même resté 1 an et demi dans l'éducation nationale avant de me faire virer. Donc, je travaillais, et puis des fois, il m'envoyait des articles, et puis je regardais, j'ai ok, et puis je mettais ça sur une pile, puis c'était tout. J'avais terminé mon livre sur Oradour, le manuscrit, tout était terminé. J'ai dit, bon allez, maintenant, on y va pour la publication. Et puis un soir, j'avais un peu de temps, je dis, tiens, je vais ranger les papiers que je n'ai pas utilisés. Et je retombe sur cet article. L'ancien de la RAF rêve de retrouver ses sauveteurs à Oradour en 1942. Oula. Et l'auteur nous dit, ben voilà, il y a un certain Len Cotton, ancien aviateur de la RAF. Le 25 novembre 1942, son avion, qui était en mission au-dessus de la France, s'est écrasé à Confolens. Il a été touché par la flak allemande. Bon. Et eh bien, l'équipage est pris par la résistance et ils sont emmenés à Oradour-sur-Glane pour être cachés, le temps de fuir par l'Espagne. Et Solène Cotton voulait retrouver des gens d'Oradour. Il se souvenait d'une famille, Bory.
Vous vous souvenez de Bory, le grand résistant, qui a écrit? Oh, j'ai dit ça, il ment pas. Il n'a pas pu inventer ce nom-là. Et alors, cet homme, cet ancien aviateur, avait un correspondant en France, Monsieur Châtaignier, et qui donnait son numéro de téléphone en disant « Si vous avez des renseignements sur Oradour, sur les pilotes cachés à Oradour, téléphonez-moi ». Moi, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit « Voilà, Monsieur Châtaignier, moi j'enquête sur Oradour. J'aimerais bien avoir le témoignage de Solène Cotton, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je sais qu'il y avait de la résistance à Oradour. » Et ce Monsieur Châtaignier me dit « Ah, eh ben venez me voir. » Dans les 20 minutes, j'étais parti, j'ai tout laissé tomber, j'ai pris ma voiture, je suis allé à la souterraine où il habitait, avec un ami qui me servait de chauffeur, et on l'a interrogé. Et ce Châtaignier m'a dit, écoutez, Laine Cotton voudrait des renseignements précis, mais je ne vais pas vous donner son numéro de téléphone ou son adresse comme ça, il faudrait que vous m'apportiez quelque chose. Et notamment, peut-être une petite confirmation qu'il était vraiment à Oradour. Ah, je lui ai dit, oui, qu'est-ce qu'on dit à Oradour, là, de lui? Parce que les gens étaient gênés. Ben, à Oradour, on nous donne pas de réponse. Pardi, c'était le témoin gênant. Alors j'ai dit, ben moi je vais aller à Oradour. Et je vais interroger quelqu'un que je connais bien. C'était Monsieur Renaud, qui m'avait avoué que l'église avait explosé. J'ai été voir Monsieur Renaud. Toc toc toc, bonjour Monsieur Renaud. Des pilotes cachés à Oradour, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, il y en avait. Ils étaient cachés d'ailleurs chez Madame Dagouri aussi. Ah, merci. Je reviens voir Monsieur Châtaignier. Je lui dis voilà, oui, il y a une confirmation par Monsieur Renaud. Voici son numéro de téléphone. Il a confirmé qu'il y avait des pilotes cachés à Oradour. Très bien, ben, chez mon jeune ami, je vous donne l'adresse de Monsieur Cotton. J'ai écrit une lettre à Monsieur Cotton, que Monsieur Forisson a traduite pour la faire en bon anglais. Je la lui ai envoyée. Pendant quelques semaines, pas de réponse. Et puis soudainement, une réponse. Je ne veux pas parler à des journalistes. Moi, je veux retrouver des gens. Je veux pas de ces... Je crois que c'était vraiment ce mot de fouille-merde. Fichez-moi la paix. Dommage. Dommage, j'ai bien tenté le coup. Il n'y a rien. Bon, et c'était là en septembre 96, je m'en souviens bien. Donc j'étais encore dans l'éducation nationale. Pour 3 mois encore, avant d'être suspendu. Là, la fin arrivait. Et alors, un jour, je reviens du lycée à midi. Et ma femme me dit, ah, il y a quelqu'un qui a téléphoné d'Australie. Un certain Cotton voudrait te parler. Oh. Je dis, oui, quand ils vont retéléphoner. Et le téléphone sonne. Et j'entends, bonjour, je m'appelle Monsieur Lalos, je suis français, je vis en Australie, je suis un ami de Laine Cotton. Laine Cotton est à côté de moi et il accepte de vous parler. Alors là, naturellement, j'accepte. Et là, j'ai pris des notes pendant que je lui parlais. Et à un moment, j'ai dit, mais Monsieur Cotton, on dit qu'il n'y a pas de résistance à Oradour, vous êtes d'accord? Et il était surpris de savoir que les historiens français disaient qu'il n'existait pas de résistance à Oradour. Lui, il m'a dit, mais non, il y avait une grande résistance à Oradour. Et il me dit, bah, si vous voulez, Monsieur Cotton peut vous écrire une lettre. Et là, mais peut-être qu'il peut vous écrire un fax. J'ai dit, de là à ce qu'il se retourne encore et qu'il ne veuille plus m'écrire, peut-il m'écrire un fax? Oui, on peut vous écrire un fax. Vous avez un fax? Non. Alors là, bon. Mais l'école en a... Ah ben non, il fallait... Alors j'ai dit, tant pis, je me grille, mais c'est pas grave. J'ai donné le numéro de téléphone de l'école en disant, vous mettez bien pour Vincent Renoir. Et quand je suis arrivé l'après-midi, dans mon casier, il y avait le fax. Là, la secrétaire avait mis le fax en disant, vous avez reçu un fax? Oui, j'ai reçu un fax. Alors non, mais je vous dis, j'avais les larmes aux yeux, là. Je me disais, oh, on a une preuve extraordinaire. On a une preuve extraordinaire. Et donc, il me racontait toute son histoire. J'ai été emmené par un vieux camion jusqu'à Oradour. On m'a présenté à l'abbé dans l'église, un homme petit avec des sourcils épais. Je suis resté dans la sacristie tant que le contact n'a pas été fait avec le réseau d'évasion et des pilotes alliés qui s'appelait la Comet Escape Line, créée par André Dejon, une jeune Belge de 24 ans. Alors après, j'ai tout vérifié, la comète existait bien. Et nous avons été nourris par Daniel, la fille de Madame Roufanche. Oh, les Roufanches étaient impliqués dans le coup. Ça, on comprend, le puzzle se forme. Alors, non, mais dans ces moments-là, c'est super excitant. Enfin, je veux dire là,
Voyons, on est content de faire ces enquêtes, même si on sait qu'après ça va vous apporter des ennuis. Mais là, non, mais là, bon. Et après, nous avons rencontré Mme Dejon à Limoges, à la gare terminale de Limoges, et elle avait déjà acheté les tickets pour Toulouse, et de là, ils sont partis vers l'Espagne. Et voilà. Et alors ça, ce fax, j'ai dit tout de suite, j'en fais une copie. J'en fais 10 copies et j'envoie à 10 personnes différentes. Il faut le garder, ce fax, parce que c'est de l'or, ce fax. Bien. Et j'étais le premier à publier ça dans un livre, en 97, en disant « Oradour était une étape dans un réseau d'évasion de pilotes alliés ». Donc ne me faites pas croire qu'Oradour était un village sans résistance. Bon. Dans mon livre publié en 97, voilà, c'était le massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène, j'ai parlé à la page 182 jusqu'à la page 184 de mon histoire avec Laine Cotton. J'ai parlé en donnant tous les détails et en donnant même l'adresse de la personne qui m'avait envoyé le fax, l'adresse de Christian Laloz. Je veux dire, je ne lui ai pas demandé, j'ai dit tant pis, comme ça s'il le contacte, il pourra, bon, peut-être qu'il va me disputer, mais au moins on saura que j'ai pas inventé ce fax. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais interrogé les pompiers de la ville d'Honfleur, parce que j'étais professeur à Honfleur. Et j'avais été voir les pompiers, j'avais dit voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'église, etc. Bon, le pompier m'avait donné des trucs. Et puis dans ce livre-là, sans demander, j'avais remercié le capitaine des pompiers de la ville de Honfleur. Et quand mon livre a fait scandale, j'habitais toujours Honfleur, mes contradicteurs disaient même oui, il a utilisé aussi les déclarations du capitaine des pompiers de la ville de Honfleur. Et moi j'étais un peu gêné parce que je me suis dit, je vais pas demander son avis. Et un jour j'étais à la poste, le voilà qui arrive. Oh, j'étais comme un petit gosse, je me suis dit, oh, je vais me faire disputer. Et le pompier est venu vers moi, il m'a fait, vous avez raison. Ah, j'étais content. Donc il m'a jamais rien dit. Bon, maintenant il est à la retraite, je peux le dire. Donc voilà. Alors, voici un livre de quelqu'un qui prétend me réfuter, paru en mars 2024, donc il y a quelques mois. Ceux qui lisent Rivarol, pardonnez-moi. La semaine dernière, j'ai publié un article où j'en parle et il y aura la deuxième partie cette semaine où j'en parle encore de ce livre. La réfutation n'est pas difficile. Et alors, cet homme nous dit que Laine Cotton est un affabulateur et qu'Oradour n'était pas une étape dans un réseau d'évasion allié. Et il note, la seule preuve offerte par Renoir n'est autre qu'un témoignage recueilli dans des circonstances douteuses, je vois pas pourquoi, mais enfin, d'un pilote britannique installé en Australie, Laine Cotton, à l'en croire, puis il nous fait tout un développement pour dire, mais Laine Cotton est un affabulateur, voyons, bref, ce que nous invoque Renoir, c'est du pipi de chat. Mais ce que ne sait pas cet ignorant, voici une revue tout à fait officielle, publiée par La Montagne et le Populaire du Centre, donc 2 journaux locaux politiquement corrects et historiquement corrects, qui a été publiée en 2014. Et qu'est-ce qu'on lit? L'adhésion au maréchal Pétain à Oradour, majoritaire au lendemain de l'armistice, décroît au fil des mois. Les maquis installent au fil des mois plusieurs camps dans les monts de Blon, à une quinzaine de kilomètres au nord du village. Des sympathisants radouneaux, ça veut dire habitants d'Oradour, participent même à une filière d'évasion de pilotes alliés. Ben voilà. Et donc, en 2014, il l'avoue, c'est sur Wikipédia. Si ce soir vous marquez Massacre d'Oradour, Wikipédia, et que vous allez dans l'article, c'est dit sur Wikipédia. Et cette espèce de coquin va nous dire, oh, mais Renoir, il invoque des preuves, etc. Enfin, le ridicule de ces gens-là. Bon. Voilà. Et après, ils nous disent qu'on est ridicule. Enfin, bon. C'est toujours l'hôpital qui se moque de la charité. Voilà. Donc, et on va nous faire croire que Oradour était un village innocent. Alors, naturellement, ça, on le dit, je veux dire, dans des revues un peu spécialisées, même si elles sont grand public, mais si vous visitez dans les jours prochains Oradour, on ne vous le dira pas. Et je vous conseille de ne pas poser la question, parce que vous seriez suivi jusqu'à la fin. Voilà. Donc, il y avait à Oradour non seulement une résistance structurée avec labo photo, et puis il y avait aussi cette étape dans une filière d'évasion de pilotes alliés. Bien. Il faut savoir qu'en 2001, j'ai publié une cassette qui s'appelait Oradour, qui a fait scandale. Dans la cassette vidéo, j'ai parlé de Monsieur Renault, je racontais ce que je vous ai raconté là. Dans le cadre de l'enquête contre ma cassette vidéo, Monsieur Renault est donc convoqué par la police, et Monsieur Renault, affolé, nous dit, il prétend également que je lui aurais dit que le souffle de l'explosion était arrivé jusqu'à moi. J'affirme que je n'ai jamais reçu cet homme et que je n'ai jamais eu d'entretien avec lui. Par conséquent, je ne vois pas comment j'aurais pu lui dire tout cela. Voilà.
Donc monsieur Renault, mais je le comprends, il habitait Oradour, le nouveau village. Donc le pauvre, il conteste, il dit mais non, j'ai jamais raconté ça. Bien sûr, l'église n'a pas explosé, j'ai jamais raconté ça. Oui, bien monsieur Renault, mais moi, comme j'ai fait mon enquête sérieusement, avec très peu de moyens encore une fois, j'ai pu consulter les sténotypies, donc les comptes rendus du procès des Waffen-SS en 1953 à Bordeaux. Et naturellement, j'ai été à l'audience du 23 janvier quand les survivants ont parlé. Et j'ai été voir ce que monsieur Renault avait dit à l'époque. Et voilà, vous allez le découvrir avec moi. La seule plainte que j'ai entendue, c'est quand l'église a sauté. J'étais à 40 mètres de la place de l'église à ce moment-là. Le président est surpris, lui dit « Qu'avez-vous entendu? Une explosion ?» Monsieur Renault répond « Une grosse explosion !» Une fumée se dégageant de l'église, un cri d'ensemble à ce moment de toutes les femmes et enfants qui étaient dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes et enfants ont été surpris par cette explosion. Il n'y a pas eu d'abord de mitraillage à l'intérieur de l'église, mais non! C'est à ce moment-là qu'il y a eu le drame. Et alors, le président lui dit, vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites qu'il y a eu beaucoup d'explosions? Oui, plusieurs explosions. Donc on retrouvait ce qu'avait dit Madame Lang. Ce n'est pas une seule explosion qui a eu lieu, c'est des explosions en série dans le clocher. Monsieur Renault l'avait dit au procès. Alors il ne le disait plus depuis 1953, mais ce soir-là, il était tellement heureux que quelqu'un vienne l'interroger qu'il s'est lâché. Bon après, il a dit, bah non, j'ai jamais vu, je l'en veux pas. La pression qu'il devait avoir, ce pauvre monsieur Renault, il pouvait dire, non, j'ai rien dit, il raconte des salamalek, cet homme. Bon, je ne racontais pas de salamalek. Alors, c'est là que je me suis aperçu qu'à Oradour, il y avait deux genres de témoins. Il y a les témoins vedettes, ce que j'appelle les témoins vedettes, ceux qui apparaissaient partout. Madame Roufanche, Monsieur Hébras, mort l'année dernière, je crois, il y a quelques mois, et Monsieur Dartout. Et puis il y en avait plein d'autres qui ne paraissaient pas, qui ne participaient à rien. Et c'est cela que j'avais retrouvé. Et notamment, j'avais retrouvé un certain Monsieur Tarnot. Ah, Monsieur Tarnot. Un veuf qui habitait tout seul dans une petite maison à Oradour, ville nouvelle, naturellement. J'ai été le voir la première année que je suis allé à Oradour. Et lui aussi était content. Comment vous me connaissez? Par les comptes rendus du procès. Je peux vous poser quelques questions, monsieur Tarnot? Oui? Bon, monsieur Tarnot, il y a des choses pas claires dans votre affaire. Et monsieur Tarnot me dit, tout le monde sait pourquoi les SS sont venus à Oradour, mais personne ne vous le dira. Moi, je lui dis, et vous pouvez me le dire? Et il me répond, non, je tiens à mourir tranquille. Au procès de Bordeaux, moi, j'ai voulu révéler la vérité. Mais les autres, c'est-à-dire les survivants, m'ont dit, si tu parles, on te jette dans la Garonne. Je me suis donc cantonné à un témoignage sans importance. Voilà ce que m'a dit monsieur Tarnot. Et il était très gêné. J'ai compris qu'il y avait des témoins qui ne disaient rien. Quand je suis revenu, je crois 2 ou 3 ans après, je me souviens plus maintenant, ma vie était assez agitée, j'ai été le revoir. Je lui ai téléphoné d'abord. Je lui ai dit, monsieur Tarnot, vous vous souvenez de ce jeune homme qui est venu vous voir, à qui vous avez dit que... Oui, je me souviens de vous, naturellement. Je peux revenir vous voir? Bon, d'accord, mais il y aura mon fils. Très bien, monsieur Tarnot, il peut y avoir tout le monde, hein, c'est pas un problème. Et là, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je sais que vous êtes très très gêné. Je sentais qu'il avait la conscience qu'il gênait. Je vais vous poser une seule question. Une seule. Vous me répondez, je vous embête plus jamais. Je lui dis, voilà, monsieur, est-ce que l'église a explosé? Sous-entendu, est-ce que la version officielle n'est pas la bonne? Et il s'est tu pendant 15 secondes, ça m'a paru une éternité. Vous êtes là, vous attendez. Et au bout d'un moment, je sentais qu'il y avait une tempête sous son crâne, au pauvre homme. Et au bout de 15 secondes, il me dit, oui, elle a explosé. Ah, merci monsieur. Et il m'a dit, vous savez, j'ai écrit tout ce qui s'est passé sur un petit carnet. Ah, comme monsieur Bory. Mais je veux pas qu'il soit diffusé avant ma mort. Donc je l'ai donné à ma petite fille, Madame Jean Dillard. Ah, très intéressant. Et je lui ai demandé de publier ce petit carnet après ma mort. Très bien. Alors là, j'étais pas mal. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle fait, votre petite fille? Elle est gendarme. Ah, c'est mort. C'est mort. Bah oui, monsieur Tarnot est mort maintenant depuis plusieurs années. Il n'y a jamais eu de carnet de monsieur Tarnot. Mais je sais que quelque part, il y a une certaine Madame Jean Dillard
qui peut-être est peut-être à la retraite maintenant, je ne sais pas, qui a un carnet que personne ne veut publier. Et alors ça a été un regret de ma vie, là, j'ai eu envie de me pendre. Un jour, j'avais parmi mes amis un homme qui collectionnait les vieux papiers. Alors vous savez, il y a des gens qui ramassent tous les vieux papiers dans des bibliothèques qui ferment, chez les particuliers, qui ramassent tous les vieux papiers, qui les achètent et qui les revendent. C'était en Amérique. Et cet homme un jour m'écrit « Oh, regardez ce que propose cet homme !» C'était un catalogue américain. Témoignage original d'un ancien SS de Oradour. L'église n'a pas pris feu, elle a explosé. Et le gars m'écrit dans sa lettre « Voulez-vous que je l'achète ?» Ça coûtait du genre $8000. Mais je lui dis « Mais autant demander à un aveugle s'il veut voir. On va les ramasser ces $8000, mais achetez-le !» Donc je lui ai écrit une lettre. Et il m'écrit après « Ah ben il était déjà parti. » Alors là j'ai dit « Mais quel crétin. Quel crétin, il sait que j'aurais tout mis pour ça. » Donc, alors je lui dis, demandez à la personne qui l'a acheté, qu'elle nous donne au moins une photocopie. Ah non. Il y a c'était de la déontologie. Un vendeur de vieux papier ne dit jamais qui a acheté le papier. Ben voilà. Donc je sais qu'il existe aussi quelque part un récit allemand qui dit la vérité. Il a sûrement été acheté par des gens qui n'avaient pas intérêt à le publier. Et donc, il est quelque part. Donc, il y a encore des choses à faire pour celles et ceux qui voudront prendre ma suite. Il y a encore des découvertes excitantes. Mais bon. Alors, monsieur et madame Renault ne participaient à aucune commémoration. Et des années après, il y a une dame qui m'a écrit, qui m'a dit, vous savez, moi, j'étais la copine de leur fille. Ils avaient une petite fille qui est morte à l'église. Dans le drame de l'église ce samedi après-midi. Et elle m'a dit, moi, mes parents allaient en vacances à Oradour et je jouais avec cette petite fille. Et je puis vous certifier que les Renault n'ont jamais participé à une seule commémoration parce qu'ils sont écœurés de ce qui se passe. Ils sont écœurés du mensonge. Et c'est comme ça que j'ai su de plus en plus qu'en fait à Oradour, les gens, il y avait deux clans. Il y avait le clan des menteurs et le clan des gens qui savaient mais qui ne pouvaient rien dire. Et alors, en regardant bien les listes des morts et des vivants, parce que tout a été publié, j'avais remarqué que dans une famille, une femme, une maman, n'était ni sur la liste des morts, ni sur la liste des vivants. Ni une, ni deux. Je suis allé voir monsieur Renault, c'était avant qu'ils disent qu'ils ne m'avaient pas vu. Hein. Et j'ai dit, monsieur Renault, madame, là, elle est ni sur la liste des morts, ni sur la liste des vivants. Elle était où? Elle était morte avant? Ah non, il m'a dit, non. Cette femme-là, elle a survécu au drame. Mais quelques jours après, la résistance est venue la prendre et la zigouiller. Ça, j'en parle ici en conférence. Je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que c'est ma parole. On pourra me dire, Renaud, il vous a pas dit ça. Bon, mais il me l'a dit. Donc, il y a eu des règlements de compte entre eux. D'ailleurs, on sent qu'il y a toujours une atmosphère très lourde à Oradour. Parce qu'ils ont peur, ces gens. Ils ont peur. J'avais un ami qui s'appelait Henri Lefkovitch. Alors, peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui en a entendu parler à la radio. Cet Henri Lefkovitch a fait un truc absolument génial. C'était, vous savez, sur Europe 1, il y avait les questions des auditeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Et un jour, Jean-Marie Le Pen passe à cette émission. Et il fallait téléphoner au matin en disant, voilà, j'aurai une question pour monsieur Le Pen. Et suivant la question que vous alliez poser, vous étiez sélectionné ou pas. Monsieur Lefkovitch, son grand-père, sa grand-mère et sa tante avaient été déportés à Auschwitz. Ils avaient été raflés. Ils avaient été déportés à Auschwitz, ils ne sont jamais revenus. Mais c'était un révisionniste. C'était un ami de Pierre Guillaume, mais il était révisionniste. Il disait non, mes grands-parents sont morts en déportation, mais ils n'ont sûrement pas été gazés, ils sont morts. Et donc, quand il a appris que M. Le Pen passait sur Europe 1, il a téléphoné le matin en disant voilà, je suis un petit-fils de déporté, mes grands-parents sont morts à Auschwitz, je voudrais poser une question à M. Le Pen à propos de ça. Inutile de vous dire qu'il a été sélectionné. Alors, on a écouté l'émission et il téléphone, il dit voilà, bonjour monsieur Le Pen, je m'appelle monsieur Lefkovitch, je suis petit-fils de déporté, oui. Vous dites que les chambres à gaz c'est un détail, moi je trouve que c'est pas un détail, alors on entend monsieur Le Pen vachement, oui mais monsieur, non oui laissez-moi terminer monsieur, faut pas dire que les chambres à gaz c'est un détail parce que les chambres à gaz c'est un bobard. Extraordinaire cette émission. Et alors là, on a entendu non. Et puis ils ont coupé l'émission. Extraordinaire. Ça c'était un truc et on n'a pas enregistré sur le moment, hélas. Mais si j'avais pu l'enregistrer, je dois être dans les archives d'Europe 1. Hein, mais enfin. Et donc après, l'émission a repris.
Et ils ont dit à Monsieur Le Pen, vous n'avez pas à répondre à cela. Donc Lefkovitch, extraordinaire. Et donc Lefkovitch m'avait dit quelque chose de très juste. Il m'avait dit, les gens d'Oradour n'ont pas le comportement d'innocents à la conscience tranquille, mais de coupables inquiets. Et ça, il a tout à fait raison. À Oradour, faites l'expérience, vous arrivez dans l'église avec un maître. Et vous commencez à prendre une mesure. Alors là, vous allez vous faire virer, ou alors au moins on va dire, vous cherchez quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Ils ont vraiment peur. Alors depuis en plus l'apparition de mon livre, maintenant. Bon. Et donc, ce qui était extraordinaire, c'est que mon livre que j'allais publier en 97 avait été annoncé dans Rivarol quelques mois auparavant. Et lorsque il est paru en juin 97, il y a eu un article très intéressant où on nous disait, alerté début février par des amis parisiens qui participent à un comité de vigilance et suivent les publications d'extrême droite, donc les gardiens de la mémoire, peu importe, avaient saisi le ministère de l'Intérieur le 13 février afin d'empêcher la publication de et la diffusion de ce livre concernant Oradour. C'est-à-dire que ces gens-là voulaient faire interdire mon livre avant qu'il ne paraisse. Donc c'est dire leur panique. Dès qu'ils sentent qu'il y a un livre qui n'est pas totalement dans la ligne officielle qui va sortir, interdisez-le. Interdisez-le d'avance. Naturellement, le ministre n'a pas pu l'interdire. On ne peut pas interdire un livre qui n'existe pas encore. Mais ils avaient demandé avant. Ne le laissez pas. Et c'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Parce qu'ils ne voulaient pas que celui-là paraisse. Ils savaient qu'il allait être beaucoup plus puissant que le premier. Donc, mon livre est quand même paru en juin. Moi, j'acceptais. Ça, c'est la page 20. C'est l'avant-propos de mon livre. Et j'avais dit, si demain certains détracteurs nous convient à un débat honnête, nous nous empressons de répondre favorablement. Donc moi, j'étais prêt à discuter. C'était pas un problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en face ? Non, pas de discussion. Ils ont alerté le ministre de l'Intérieur, qui était monsieur Jean-Pierre Chevènement, pour lui dire « Interdisez ce bouquin ». Le bouquin est paru vers la ou début juin 97. Et le 7 septembre, il était interdit par le ministère de l'Intérieur. On nous disait qu'il avait été rédigé à l'aide d'une documentation étrangère et qu'elle reprenait notamment une grande partie de l'ouvrage intitulé « Tulle et Oradour, une tragédie franco-allemande » d'Otto Wedinger. Ce n'était pas vrai du tout. J'avais été beaucoup plus loin. Wedinger, je le citais dans quelques pages, c'était tout. Alors il disait aussi que ça faisait une provocation à l'égard des résistants, des familles d'Oradour, etc. Bon, mais surtout, le vrai fondement, c'était il était interdit parce qu'il était publié à l'étranger. Parce qu'il existait une loi, un décret-loi de 39 qui permettait aux autorités françaises d'interdire des publications venant de l'étranger. C'était à l'époque pour contrer la propagande allemande. Ils diffusaient des brochures en français à la gloire du Troisième Reich. Et pour empêcher ça, on avait fait un décret-loi. Et donc ils se sont appuyés sur ce décret-loi pour dire « Ah, mais ce livre-là, il est publié à Anvers, pas en France. Donc on peut l'interdire. » Et c'est comme ça que le 7 septembre 1997, ce livre a été interdit de diffusion, de circulation, de vente. C'est-à-dire que vous ne pouviez même pas l'avoir dans le coffre de votre voiture. C'était interdit. Bon, il n'y avait plus que l'autodafé à faire. Bon. Et entre les deux, combien d'exemplaires ont été... Bah, je sais pas, parce que c'est Pierre Guillaume qui s'en est occupé. Moi, je sais pas, je crois qu'il y avait à peu près 1500. Enfin une goutte d'eau. Il faut savoir que le mémorial d'Oradour, qui a été inauguré en 96 par Chirac, accueille 300 000 visiteurs par an. Donc ils accueillent 300 000 visiteurs, maintenant ça l'est de plus, mais il suffit que vous vendiez 1000 livres, ils sont affolés. Je veux dire, donc imaginez un énorme orchestre qui chante à tue-tête, 200 chanteurs, un orchestre, boum boum, puis il y a Vincent Renoir qui arrive avec un petit haut-parleur, et là, pitié, faites-le taire. Enfin, ça prouve, rien que ça prouve qu'ils mordent comme des arracheurs de dents. Alors là, c'est pareil, j'ai une petite anecdote que je raconte. Ce livre était interdit. Bon, naturellement, j'avais que faire de ce truc-là. J'en avais plein et je faisais des conférences dans toute la France et j'avais mon livre dans la voiture. Et un jour, j'ai été faire une conférence à Orchy, dans le nord de la France, capitale de la chicorée. J'ai fait une conférence sur Oradour avec beaucoup de livres, comme ici, si vous voulez. Et puis, le soir, je reviens. J'habitais à Bruxelles à l'époque. La conférence était terminée tard et j'étais sur la route, sur l'autoroute. Puis, j'étais fatigué. Je me dis, je veux pas m'endormir au volant. Je m'arrête sur un parking d'autoroute, en France encore. Je m'arrête, j'avais un break avec un matelas derrière, donc je pouvais dormir très tranquillement, il n'y avait pas de problème. Je m'endors, et soudainement, en pleine nuit, ça frappe. Oh! Je me réveille, il y avait ma voiture,
un camion de flics, un camion de flics, un camion de flics. Oh, je me dis, mince, j'ai été donné. Mais ils ont agi vachement vite, comment c'est possible? Alors je sors. Vous avez quoi dans votre voiture? Alors déjà, j'étais pieds nus, c'était en janvier ou en février, enfin il faisait froid. Enfin, j'étais en chaussettes. Bah, j'ai des livres. Oui, vous pouvez nous les montrer? Oui. Alors bon, je savais où il y avait le carton des Oradour. Je dis, je vais tenter le tout pour le tout. J'ouvre le coffre, je commence à me montrer des livres quelconques. Ouais, très bien. Vous avez quoi d'autre? Bah là, bon, ça va. Et puis, bon, très bien, on va vérifier. Ils partent dans leur camion. Je dis, bon, ils vont revenir, ils vont me dire, bon, ils sont où les Oradour là maintenant? Elle est où? Elle est planquée où la drogue là? Et puis j'attends, alors j'étais en chaussettes par terre, je dis, je peux pas mettre mes chaussures. Non, tu restes là! Oh là là, je dis, mais non, c'est sérieux là. Bon, et puis au bout d'un moment, il revient, il me tend les livres, et puis il dit à quelqu'un, non, c'est pas ce qu'on cherche. Ah bon, alors s'ils avaient cherché Oradour, ils savaient que c'était moi. Et donc ils m'ont rendu les livres, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez vous recoucher. Bon, je me suis pas recouché, hein, je suis parti dardard. Alors j'ai jamais compris. Alors, comme j'étais entre la Belgique et la France, c'est-à-dire la Hollande et la France, je pense, mais ce n'est qu'une hypothèse, qu'ils recherchaient des livres pédopornographiques. Parce qu'il y a un trafic entre la Hollande, où c'est beaucoup plus libre, entre guillemets, et la France. Je pense que c'était ce qu'ils recherchaient. Mais ils ont rapidement vu qu'il y avait des livres d'histoire. Voilà, donc ce soir-là, j'ai eu le droit à une frayeur. Je me disais, j'ai été donné, mais non. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote. Encore une fois, c'est excitant après, c'est marrant. En 97, ils avaient interdit mon livre, mais ils n'ont pas pu le poursuivre. En 2001, j'ai publié une cassette vidéo sur Oradour. Très mauvaise, hein, je veux dire, c'était une conférence, mais elle n'était pas bonne. Mais j'avais dit, bon, je veux bien qu'elle soit diffusée, mais on met à la fin, lisez le livre de Vincent Renoir, patati patata. Ça a provoqué un tollé, parce que tout simplement, mon ami Nimoujo, qui m'aidait dans mes recherches sur Oradour, n'avait rien trouvé de mieux que d'envoyer des bons de commande à Oradour. Moi, il m'aurait demandé, j'aurais dit, faites pas ça, c'est une provoque délirante. Bon, toujours est-il que, scandale, dès le 1er février, hein, la cassette est diffusée en janvier, dès le 1er février, c'est le scandale. Oula, j'habitais Bruxelles à l'époque, et puis, les mois passent, rien ne se passe. Et là, j'étais encore jeune, j'étais fier, je faisais le fier, je disais, ah, ils osent pas. Bon, n'empêche que le 16 mai, ils sont arrivés. J'étais pas là, moi je donnais des cours particuliers en France dans une famille. Alors perquisition, alors c'est la liste de ce qu'ils ont pris. Ils ont pris 60 caisses de livres, 2 ordinateurs, des papiers personnels. Je suis arrivé, mon bureau était quasiment vide. Remarque, il était rangé, mais par le vide. Bref, une perquisition monumentale sur l'ordre des autorités françaises. Et d'ailleurs, la presse belge le lendemain a fait un article, La chasse aux fachos. Avec vague de perquisitions hier, et c'était surtout chez moi. Donc ils avaient même emporté, vous voyez, par exemple, 129 exemplaires d'un livre. Enfin, c'était terrible, 60 caisses de livres, ils avaient tout emmené. Bon. Et là, la persécution judiciaire commence. Déjà, il faut savoir que j'ai gagné en fin de compte. Alors souvent, les gens disent, oh ben vous avez gagné, donc c'est bon. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que déjà, la juge d'instruction, elle s'appelait Christine Fourel, elle me convoquait pour des fois me poser 5 ou 6 questions. Mais je devais venir. Donc j'habitais Bruxelles, l'enquête était faite à Limoges, et je devais faire Bruxelles-Limoges à mes frais pour aller des fois répondre à une ou 2 heures de questions, pas plus. Donc c'était super épuisant. J'avais pas beaucoup d'argent, je pouvais pas prendre le train. Donc je partais avec ma voiture, je partais à 10h du soir, je conduisais jusqu'à 3h du matin, je dormais de 3h à 6h sur un parking, puis à 6h je reprenais, pour arriver à Limoges, enfin c'était infernal. Ça vous coûte une énergie folle, sans compter l'argent que ça coûte. Et ça c'est pas pris, c'est à vos frais. Bon, alors dans cette affaire, c'était des juges de province. Les juges de province sont toujours assez ignorants, et alors là, au départ, Madame Fourel me dit, bah voilà, vous êtes un négationniste de l'affaire d'Oradour, donc je vais vous poursuivre en vertu de la loi Guesso. Mais à l'époque, la loi antirévisionniste n'interdisait que la contestation de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire massacre des Juifs, quoi. Or, Oradour est un crime de guerre. Donc, moi je lui ai dit, mais madame, vous ne pouvez pas me poursuivre. Je nie un crime de guerre, enfin je conteste les circonstances, d'ailleurs je ne nie pas qu'il y a eu des morts. Je conteste les circonstances, vous pouvez pas me condamner, me poursuivre pour ça. Fini, il n'y a aucun moyen de me poursuivre.
Alors là, on a assisté à cette justice qui est prête à tout quand en haut lieu, on lui a dit « il faut le poursuivre ». Vous le poursuivez, vous faites n'importe quoi, mais vous le poursuivez. Alors là, ça a été assez fantastique. Ils ont mené une enquête comme si c'était une affaire criminelle. Notamment, mon ami de Limoges n'était pas connu. Il ne savait pas qui avait envoyé les lettres à Oradour. Mais il se disait c'est sûrement Renoir. Mais comment le prouver? Eh bien, ils ont décollé les timbres des enveloppes. Ils ont récupéré des fragments de salive qui restaient pour faire des analyses ADN. Vous vous rendez compte? Alors, vous allez me dire, mais comment vous savez? Je le sais, je l'ai appris justement par le réquisitoire définitif du procureur. Il dit que justement, ce dernier a été confondu, donc l'homme d'Oradour, enfin l'homme de Limoges, à partir d'une comparaison d'écriture effectuée à partir des enveloppes, ainsi que d'une analyse de l'ADN relevé sur les timbres. Donc en fait, ils ont relevé l'ADN, ils ont vu que ça ne correspondait pas au mien, parce que moi depuis longtemps ils avaient mon ADN, mais comme ils ont retrouvé dans les perquisitions une correspondance entre lui et moi, ils sont allés chez lui, et là ils lui ont pris un peu de son ADN, et ils ont dit « Ah, c'est vous !» Donc vraiment, une enquête criminelle, quoi. On aurait dit qu'on était en train de faire du terrorisme. Bon, dans l'enquête aussi, ils avaient même mis une femme qui pensait être mon épouse sous écoute. Mon épouse s'appelait Marina Godefroy, de son nom de jeune fille, et ils avaient trouvé qu'une Marina Godefroy avait pris un abonnement téléphonique d'un téléphone portable à Lille. Nous, on habitait Bruxelles. Il s'était dit, haha, sa femme a dû aller en France, ouais, c'est de la magouille, ça. Et donc, il avait mis sur écoute. Quand on a découvert ça avec Maître Delcroix dans le dossier, Maître Delcroix m'a dit, votre femme a un abonnement téléphonique comme ça? Je dis, pas à ma connaissance, non. Bon, il m'a dit, prenez mon téléphone et puis téléphonez. Donc j'ai téléphoné, ça a répondu. À l'époque, il n'y avait pas tous ces spams. Bon. Bonjour madame, vous êtes Marina Godefroy? Oui. Vous êtes l'épouse de Vincent Renoir? Bah non, j'avais reconnu, c'était pas sa voix. Hein. Bah, je lui ai dit, bah voilà, madame, vous êtes sur écoute. Parce que vous êtes impliquée dans une enquête, ma femme s'appelle Marina Godefroy aussi, donc vous êtes impliquée dans une enquête pour apologie de crime de guerre, donc vous êtes sur écoute. Voilà madame, bah, je vous souhaite une bonne journée, on a raccroché. On s'est marré avec Maître Delcroix, on s'est dit, non mais, pauvre femme, elle n'a pas dû comprendre ce qui se passait. Bon, non mais elle était sur écoute, ils avaient mis des gens sur écoute, enfin, c'était fou cette enquête. Bon, la juge savait qu'elle ne pouvait pas me poursuivre pour négation de crime de guerre, ça n'existait pas. Alors elle s'est retournée, et elle a dit, non, vous faites une apologie d'un crime de guerre. J'ai dit, comment? Je peux pas faire l'apologie de ce que je nie. C'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Eh bien alors, ils ont commencé à faire des raisonnements complètement alambiqués. Le procureur va nous dire, en soutenant que le massacre commis à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944 ne résultait pas d'une action délibérée et menée pour l'exemple par les Waffen-SS, mais avait été déclenchée par l'explosion d'un dépôt de munitions aménagé par la résistance locale dans l'église, déchiquetant les femmes et les enfants qui se trouvaient dans la nef et déclenchant l'exécution des hommes dans les granges, Monsieur Vincent Renoir, par la justification au moins partielle qu'il tente ainsi de donner au crime de guerre commis, en fait l'apologie. C'était n'importe quoi. J'ai dit, mais attendez, mais moi, je justifie pas. J'ai pas dit, bravo les SS, vous avez eu raison de massacrer ces fanatiques communistes, y compris leurs femmes et leurs enfants, il aurait fallu les pendre par les pieds. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai dit, voilà, c'est un drame parce que ça a explosé, bon. Et donc, on s'est dit, ça va pas tenir. Eh ben si. Le 17 septembre, on a appris par la presse qu'on était renvoyé devant le tribunal correctionnel sous l'accusation d'apologie de crime de guerre. Bien, nous sommes renvoyés devant le tribunal correctionnel. Maître Delcroix m'a dit, au terme de ce procès, écoutez, ça a été le procès le plus surréaliste de ma carrière. Le président du tribunal s'appelait monsieur Casasus Buillet. Il a tout fait pour entraver ma défense. C'était une véritable folie. Alors, il y a eu un exemple que je vais ici. C'était voilà. Moi, je soutenais qu'en fait, le drame a commencé lorsque l'église a explosé soudainement, suite probablement à un plan du maquis. J'y reviendrai vite fait à la fin, mais de toute façon, c'est dans mon livre, c'est expliqué. Et en fait, j'avais dit non, les SS n'ont pas massacré les hommes. C'est quand l'église a explosé que les hommes se sont affolés, que les SS, craignant d'être débordés, ont fusillé les hommes. Et on a 2 témoignages de SS qu'on dit, ça s'est passé comme ça. Les hommes ont commencé à vouloir sortir en montrant leurs papiers, en disant mais on n'y est pour rien nous. Et les SS ont tiré, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans une région maquisarde et ils voulaient prendre aucun risque. Et donc moi je disais ça. Et je disais, il y a beaucoup de témoignages
qui disent que en fait c'est au moment où ça a sauté dans l'église que les gens ont entendu les mitrailleuses crépiter dans le village. Ce n'est pas avant, c'est ça. Et notamment j'avais cité un témoin qui m'avait rencontré, que j'avais rencontré, qui s'appelait Monsieur Martial Beaubreuil, ou Maurice, lui, c'était deux frères. Et il m'avait dit, oui, moi, le jour du drame, j'étais caché chez ma tante, dans une planque sous le plancher. Tout le monde fait des planques sous le plancher, hein, je veux dire, c'est normal. Hein, donc déjà, ça sentait le village avec beaucoup de choses louches qui se passaient. Et à un moment, j'ai entendu une explosion à l'église et des mitraillades dans tout le village. Donc à un moment, je dis au président, mais monsieur, ma thèse, il y a plusieurs témoignages et il y a notamment monsieur Beaubreuil qui me l'a dit. Le président m'interrompt, il dit, on a le témoignage de monsieur Beaubreuil qui a été interrogé par madame Fourel. Je voulais lui dire, mais c'est pas celui-là. Je sais pas ce qu'il a dit, moi, devant madame. Et il commence à lire, parce qu'il n'avait pas lu. Et donc, voilà ce qu'a dit monsieur Beaubreuil. J'étais dans le village, j'étais caché chez ma tante, et soudainement, une explosion à l'église et des crépitements dans tout le village. Ha ha! J'ai fait ça. Ha alors! Le juge est resté comme ça, pantois, et la scène. Il referme, et il dit, on en a fini avec Beaubreuil. Ah ben, j'ai dit, attendez, mais non, c'est pas le moment. Et alors, il m'a empêché de parler davantage. Alors, j'ai voulu citer un témoignage d'un SS qui disait la même chose. Taisez-vous! De toute façon, monsieur Renoir, vous n'y étiez pas. Ah ben, si tous les historiens qui n'étaient pas pouvaient pas parler, il n'y aurait plus grand-chose. Hein. Bref, j'ai pas pu parler. Il a complètement saboté ma défense. Et on en a la preuve par, vous l'avez à l'écran, ça, ce sont les notes de la greffière. C'était une demoiselle, charmante d'ailleurs, qui était complètement neutre et qui prenait des notes. Et au moment où le président a clos les débats, elle dit « Monsieur Renoir s'écrie, je ne peux pas m'exprimer ». Donc quand je raconte que j'ai pas pu m'exprimer, c'est pas moi qui invente ça rétrospectivement, c'est noté par la greffière, que je me suis plaint, je ne pouvais pas m'exprimer. Il a tout fait pour saboter ma défense. Et il faut savoir une chose, il faut savoir que même si vous avez un président qui est un peu plus honnête, dans ces procès-là, le combat est inégal. Pourquoi? Parce que vous avez le président devant son bureau, qui a tous les papiers, il a toutes ses armes prêtes. Il sait ce qu'il va vous poser, comment il va vous le poser. Vous avez le procureur qui est pareil, vous avez l'avocat des parties civiles, c'est pareil. Mais vous, accusé, vous êtes à la barre. Vous n'avez rien devant vous. Alors pour un procès pour vol de pommes de terre ou je ne sais trop quoi, c'est pas très grave. Mais quand on va faire un affrontement, il faut nos documents devant pour répondre. Mais moi, j'avais pas le droit à cela. Mes documents, je les avais mis derrière sur mon banc. J'avais pas eu le temps de les préparer parce que le procès avait commencé. Et donc, quand il m'attaquait, je lui dis oui, attendez, je peux répondre. Non, allez. Et donc, même si le président voulait être objectif, c'est inégal. Lui, il a toutes ses armes devant lui et vous, vous êtes à poil devant lui. Vous pouvez rien faire. Et c'est ce qu'il faut voir. C'est pour ça que quand on dit « Oh, un procès permettra de faire éclater la vérité », mon œil, moi qui côtoie la justice depuis 30 ans, je sais ce qu'il en est dans ces procès-là. C'est comme un procès de l'épuration. C'était la même chose. Je vous rappelle du procès Laval. Lorsque Laval a dit « Mais condamnez-moi tout de suite, ce sera plus clair », Pierre Laval, donc quand il dit ça, il y a des jurés qui crient 12 balles, alors que le procès vient à peine de commencer. Et Laval crie « Les jurés, avant de me juger ?» Mais c'est formidable. Et un juré parlementaire dit « On vous a déjà jugé et la France vous a jugé aussi. » C'est exactement ça à Limoges. Vous arrivez, c'est marqué « Coupable » et même plus. Monstre, salopard, défenseur des SS. Vous n'avez aucune chance. J'avais vraiment l'impression d'être Pierre Laval. Je me disais, c'est le procès de Pierre Laval, mais aujourd'hui, quoi, c'est bon. Et alors, j'ai été reconnu coupable d'apologie de crime de guerre, 3 mois de prison ferme, avec en plus, obligation suivante, indemniser les victimes, ne pas paraître sur toute l'étendue du département de la Haute-Vienne, et condamne à donc 10 000 € d'amende. Maître Delcroix me dit, bon, ce procès était surréaliste, on va aller en appel. En appel, les passions seront un peu plus retombées, ça ira mieux. Donc le procès d'appel a été un peu plus calme, ça se passe mieux, le président a l'air d'être plus objectif, ouf, on dit voilà, ça y est, ça va être rectifié, tout ça, on a terminé. Et ben, les peines sont doublées en appel, 6 mois de prison ferme, et ils le disent bien dans le jugement, hein, il y a lieu d'aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges et à porter à 2 années la peine d'emprisonnement, dont 18 mois sortis de sursis simple.
la partie ferme étant de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction et à apaiser le trouble exceptionnel et persistant apporté à l'ordre public par la diffusion de la cassette incriminée, patati patata. Donc ben oui, la Haute-Vienne était en ébullition depuis 3 ans à cause de la cassette de Vincent Renoir. Donc il fallait me condamner à 6 mois de prison ferme. Maître Delcroix m'a dit, il faut aller en cassation. Eh oui, mais en cassation, c'est un problème, parce que ça, c'est pareil. Officiellement, en France, vous avez toutes les garanties d'avoir la justice. Ouais. Mais un avocat de cassation, c'est un avocat spécialiste de la cassation. Et en général, c'est 10 000 à 15 000 euros. Si vous ne pouvez pas les payer, bernique votre cassation, parce que vous ne pouvez pas y aller tout seul. En première instance et en appel, vous pouvez vous présenter sans avocat. C'est mal vu par les juges, parce que ça donne l'impression... je m'en fous. Bon. Mais vous pouvez vous présenter. En cassation, non. Il faut que ce soit un avocat de cassation. Et les avocats de cassation, c'est cher. Alors moi, j'ai dit, oui, maître, mais moi, je peux pas payer. Je veux dire, j'avais déjà, je sais plus, 5-6 enfants, je peux pas payer, moi. Alors, les révisionnistes se sont cotisés, ils m'ont payé un avocat de cassation, maître Le Griel. C'est passé en 2004, je crois. Et en 3 lignes, la Cour de cassation a tout cassé. Elle a dit que la cour d'appel, donc de Limoges, a faussement apprécié le sens et la portée du contenu du vidéogramme qui s'analyse en une contestation d'un crime de guerre non susceptible de qualification pénale. Donc ce que j'avais dit 4 ans auparavant à Madame Fourel en disant mais je conteste, c'est pas une apologie et je peux contester, la loi me le permet. Il a fallu 4 ans et aller jusqu'en cassation pour qu'enfin justice soit rendue. Ça veut dire que cette absurdité de dire du n'importe quoi, de dire Renoir fait une apologie, ça a passé la juge d'instruction, la première instance, l'appel. Il a vraiment fallu aller en cassation. Et si je n'avais pas pu aller en cassation, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Renoir, mais c'est le gars qui fait des apologies des crimes des SS. C'est un salopard qui dit bravo aux SS, vous avez raison de massacrer un village. Et il ne se priverait pas de le dire. Heureusement qu'il y a eu la cassation. Alors naturellement, la cassation, ça fait un scandale à Oradour. Le souvenir d'Oradour, une nouvelle fois piétiné. Mais ce n'était pas le souvenir d'Oradour, c'était de savoir est-ce qu'on a le droit ou pas de contester les circonstances du massacre d'Oradour. Mais pour eux, non. Ils étaient là à crier « Ah !» Mais non, c'était juste une affaire de loi. Mais ça prouve bien que pour les gardiens de la mémoire, la loi, ils s'en moquent. Il faut condamner la personne. Et n'importe quel prétexte. D'ailleurs, quand ma vidéo est parue, ils ont, pour faire monter la mayonnaise, parce qu'il faut faire monter la mayonnaise, c'est leur grand truc, ils multiplient les plaintes. C'est-à-dire que s'ils disent « Ah, si on porte qu'une plainte, peut-être qu'ils vont dire... » Donc ils multiplient les plaintes pour donner l'impression qu'il y a tout un scandale. Et alors, on avait dans cette vidéo, on avait pris un travelling, enfin donc un plan d'ensemble de l'entrée du hall du mémorial d'Oradour. Et dans les dernières secondes, on voyait... tout à droite, j'ose pas dire à l'extrême droite, mais non, faut pas. On voyait l'hôtesse, mais on la voyait très loin. Et c'était tout. On la voyait juste, mais après ça, c'était parti avec un fondu enchaîné sur une autre scène. Donc on la voyait peut-être 2-3 secondes. Eh bien, ils lui ont fait porter plainte pour utilisation abusive de mon image. C'était complètement fou. Bon, la plainte n'a pas été reçue, mais ça c'est leur technique. Ils multiplient les plaintes. Rappelez-vous de l'affaire Touvier. On multiplie les plaintes jusqu'à ce que la justice dise « Ok, on va faire quelque chose ». Et bien là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, il y avait même cette demoiselle qui dit « Il a utilisé abusivement mon image. On aurait cru que j'avais publié sa photo dans lui. » Enfin, c'était incroyable. Enfin, c'était la folie. Mais voilà. Donc, ça a été un gros scandale. Et alors, par contre, on m'avait saisi 60 caisses de livres pour l'équivalent de 3 000 € de chèque. On m'avait saisi des papiers, etc. J'ai dit « Faut peut-être me les rendre quand même. » Oui. Alors, vous devez commissionner un huissier et vous devez louer un camion qui ira jusqu'à Limoges et qui reprendra les affaires. Ah non, attendez, mais moi, j'ai pas l'argent pour ça. Je vais pas commissionner un huissier, c'est cher, et je vais pas louer un camion. J'ai des enfants, je vis de cours particuliers parce que vous m'avez exclu de tous mes boulots. Ah c'est votre problème. Et du coup, ça dort encore dans les sous-sols du tribunal de Limoges où ça a été jeté. Bref, on m'a rien rendu.
C'est-à-dire que les gens disent « Oh, mais vous avez gagné, c'est bien, donc vous ressortez bien. » Mais non, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu toutes mes affaires. Donc, et pour eux, en face, mais ils s'en moquent. Les procureurs, ils sont payés au mois. La LICRA, tous ceux qui portent plainte, ils ont des avocats payés au mois. Qui traitent 1 ou 10 affaires, c'est la même chose. Donc pour eux, une affaire de plus ou de moins, c'est gratuit. Alors que vous, il faut avancer l'argent, il faut vous débrouiller, il faut trouver des avocats, c'est très dur. Donc même quand on gagne, on sort complètement lessivé de cette affaire. Bon, finalement, on a réussi à gagner. Voilà. Et après, en 2005, mon livre a été à nouveau autorisé. Dans les faits, ça a servi à rien parce que de toute façon, j'avais pas d'argent, je pouvais pas le réimprimer. Mais enfin, on a eu une victoire. C'est-à-dire que sur toute la ligne, ils ont été défaits. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Souvent, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais la justice, on gagne jamais. » Pas forcément. Pas forcément. Il se peut que la Providence vous aide. Et moi, la Providence m'a bien aidé là-dessus. On a gagné sur toute la ligne. C'est pour ça que ce livre-là, ils l'ont pas interdit. Ils l'ont pas interdit. Pourtant, en 2023, le 18 avril, la LICRA, la DILCRA et PAGN ont déposé conjointement un dossier de 25 pages pour demander l'interdiction de ce livre. Ils l'ont déposé au ministère de l'Intérieur, ils ont demandé à M. Darmanin d'interdire mon livre. Alors ils l'ont demandé, c'est extraordinaire, ils l'ont demandé en vertu d'une loi, la loi de 1949, sur la protection de la jeunesse. Alors ils ont dit, ouais, mais attendez, c'est vrai que ça s'adresse à la jeunesse, mais il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui fait que ça peut aussi s'appliquer à des choses qui ne sont pas dirigées vers la jeunesse. Et ensuite, alors ils ont pris 2 exemples. Le mensuel de Jeunes Nations, Le Soleil, il dit, bah oui, même si c'est pas adressé à la jeunesse, ça provoque à la haine, la discrimination, donc ça peut être dangereux pour les jeunes. Et ils ont présenté un 2e arrêt contre une revue que je ne connaissais pas, qui s'appelait Brut, en 2006, et qui présentait avant tout des cadavres mutilés suite à des agressions violentes et des images pornographiques. Et il disait, voilà, eh bien ça peut choquer la jeunesse, donc on va l'interdire. Oui, mais mon livre, il n'incite pas à la haine, il n'y a pas d'histoire de juifs, de noirs, d'arabes, c'est qu'une affaire franco-allemande, hein, entre ariens, entre eux. Hein, donc ça va. Puis il y a des photos de cadavres, c'est vrai, mais il n'y a pas de voyeurisme, puis il n'y a pas de photos pornographiques non plus. Mais alors ils disent à ce moment-là, ah oui, mais attention, comme c'est interdit par la loi, ça peut provoquer un trouble à l'ordre public. Donc il faut l'interdire. Bon, c'est un raisonnement complètement fou. Il faut l'interdire en vertu d'une loi sur la protection de la jeunesse, même si ce livre n'est pas fait pour la jeunesse, et il faut l'interdire parce que finalement il peut provoquer un trouble à l'ordre public. Voilà. Donc M. Darmanin n'a pas daigné répondre à ce dossier, et d'ailleurs ils rouspètent, ils disent que fait Darmanin, pourquoi il n'interdit pas ce bouquin. Donc le bouquin est encore autorisé aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, on nous dit aussi, ah mais comment vous pouvez nier? Les SS eux-mêmes ont avoué. Ça c'est le gros argument. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu même des gardes à vue. Moi j'en ai vécu pas mal dans ma vie, hein. C'est un peu la routine, la garde à vue, mais vous savez, j'ai passé un jour 23h30 dans une cellule, sans lit, c'est-à-dire il y avait juste une plaque de béton, on était à 2, avec 1 ou 2 sandwichs seulement. Je peux vous dire qu'au bout de 23h30, vous êtes déjà bien diminué. Vous laissez la personne 96 heures, 96 heures, elle va signer ce que vous voulez pour partir. Et si elle ne signe pas au bout, vous la laissez 300, 400, 500 heures. Je peux vous dire, on est épuisé. Alors c'est pour ça que quand on me dit « Ah, mais les gens ont avoué et on les a pas torturés », bien sûr que moi j'ai pas besoin de torturer quelqu'un pour qu'il avoue. Je le mets dans une pièce et je le laisse. Je lui donne un repas par jour, une pièce allumée 24 heures sur 24, sans matelas, sans rien. Et je lui dis, voilà, tant que t'as pas signé, tu sors pas. Je vous obtiens tous les aveux que vous voulez. Et il y a un site américain, justement, sur les faux aveux. Et le gars raconte comment on peut soutirer n'importe quel aveu. Et on voit même parce que les interrogatoires en Amérique sont filmés. Et on voit des gens qui font des faux aveux parce qu'ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Tell us what happened. You keep asking me questions I can't answer. What do you want me to do? Michael Crow is 14 years old, and he's recently learned that his sister, who he loves dearly, is dead. I haven't lied to you.
He's told them repeatedly he didn't do this. They keep accusing him. They've been in this room with him for many hours. What I'd like for you to The detective tells Crow he has a choice of two paths. If he doesn't confess, he'll be punished in an adult prison. If he does confess, he will get help. This is a lie. There's two paths to travel. There's the path of punishment, or there's the path that says, hey, I'm sorry for what I did. There's the path toward rehabilitation. If he makes the confession they're looking for that he killed his sister. Because we need to go down a path where we're going to help you work this problem out. And his repentance will mean that he's not criminally charged or punished. If he doesn't, then he will go to a hardcore juvenile prison. This two paths lie is an attempt to force Crow into confessing to the murder of his sister. Lies used in this highly coercive manner increase the risk of a suspect making a false confession. Most people like to think that there is no such thing as a false confession, that someone would never confess to the crime they didn't commit. They themselves believe that they never could be forced to confess to something they didn't really do. Yet evidence shows, under the right conditions, people will make false confessions. Donc quand on me dit ils ont avoué, puis vous savez, même dans ces moments, en cas de guerre ou dans des affaires très graves, je veux faire avouer quelqu'un, je veux le faire avouer vite. J'ai pas le temps de le mettre dans une pièce plusieurs jours. Cette personne, si elle est mariée, je prends sa femme, je mets un pistolet sur la tempe, je lui dis tu signes ou je lui tire dans la tête. Il va signer le gars. Et s'il a des enfants, je vais faire pareil avec ses enfants. Et s'il a des parents, je vais faire pareil avec ses parents. Je peux faire signer n'importe qui, n'importe quoi. Donc les aveux, il n'y a rien qui m'impressionne moins que des aveux. Bon, donc le gros argument, ils ont avoué. Je vous ai raconté l'histoire de l'église qui aurait soi-disant sauté. Bon, on disait au SS, oh, ben, allez, vous avez fait sauter l'église, vous avez tenté de faire sauter l'église. Et le 21 avril 1947, Georges-René Bouze, cet Alsacien qui était le plus compromis parce qu'il était volontaire dans la Waffen-SS, le dit, ben oui, l'adjudant de la compagnie Gnoug a fait sauter l'église dans laquelle se trouvaient les femmes et les enfants. Cet assassinat des femmes et des enfants dans l'église fut exécuté par quelques membres de plusieurs sections. Pendant l'explosion de l'église, une pierre tomba sur la tête de Gnoug et le blessa. Il dit ça le 21 avril 1947. Donc il dit oui, on a essayé de faire sauter l'église. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Mais je vous ai rappelé, juillet 1947, début juillet 1947, donc quelques semaines après, Roufange dit, ben non, moi pendant que j'ai attendu à l'église, j'ai pas entendu d'explosion. Non. Ah, ben alors là, le récit de Georges Bouze, ça va plus là. Alors Georges Bouze, ben, on le reconvoque quand? Le 8 août 1947. Un mois après Roufange, on le reconvoque. Et... ah ben non, là, ton récit, là, ça va plus, là. Ça peut plus être l'église, là. Ben oui, parce que Roufange, elle dit qu'elle a rien entendu. Donc il faut nous changer ça. Et qu'est-ce que dit Bouze? On nous a dit de nous mettre à l'abri parce qu'on allait faire sauter quelque chose. C'est plus l'église maintenant, c'est quelque chose. 5 minutes après, il y a une grosse détonation. Donc on conserve la détonation, mais on retire l'église. On lui a dit, mais non, on retire l'église. Donc il dit quelque chose. Normalement, on leur aurait dit, mais monsieur Bouze, c'est quoi cette chose? Mais non, on ne lui pose pas la question. Ce qui était important, c'est pas qu'il y ait de contradiction, voyez-vous. Et voilà comment des gens peuvent dire tout ce qu'on attend d'eux. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes accusé, et que vous êtes accusé dans une affaire où tout le monde dit que vous êtes coupable, un pays entier, ces gens-là sont interrogés en 47-48. Ça fait depuis 44 qu'on dit vous avez massacré les gens dans l'église, vous êtes des assassins, d'ailleurs vous avez assassiné partout et toujours, donc vous êtes forcément coupable. La seule défense possible, c'est de dire oui, on l'a fait, mais moi, vous savez, j'étais loin. Je ne suis pas impliqué dans l'affaire. Moi, j'étais au bord du village, j'étais en train de mener une ronde de garde, etc. Et c'est exactement ce qu'ont dit tous les Waffen-SS. Non, moi, je suis arrivé après coup. Oh oui, ils ont fait des grosses atrocités, hein, mais pas moi. Eh bien, c'est exactement ça. Et surtout, quand on vous dit, faudrait peut-être mieux dire ça, là, vous le dites. Vous dites ce qu'on attend de vous. C'est la seule façon d'espérer avoir une clémence. Et d'ailleurs, dans ce site américain, il explique que les enquêteurs en jouent. Tu sais, si tu avoues, on en tiendra compte. Par contre, si tu n'avoues pas, tu risques ta tête, là. Tu risques la chaise électrique. Hein.
Tu es au courant, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Bon, voilà. Donc, voyez-vous, non, mais bon, c'est cynique, mais c'est comme ça. Donc, quand on me dit ils ont avoué. Et puis, de toute façon, imaginez, je vous laisse dans une pièce. Enfin, je vous dis attention, je vous dis, dites qu'il y a un tapis volant là, qui est passé devant, et puis qui est rentré par cette fenêtre, qui est sorti par là. Sinon, je vous dénonce demain à votre employeur ou à votre, je sais pas trop qui. Et on va supposer qu'il y en a parmi vous qui disent, oh là là, mon Dieu, mais non, il faut pas me dénoncer, il faut pas dire que j'étais là. Et donc, ils vont dire, oui, j'avoue, il y a un tapis volant, moi, qui est rentré par la fenêtre et qui est sorti par là. Vous, même si vous êtes 50 à dire ça, mais ça peut être que faux. Les tapis volants n'existent pas. Alors même si on me dit, oui, mais il y a 50 personnes qui ont avoué, excusez-moi, 50 personnes qui avouent qu'il y a un tapis volant qui est passé dans cette pièce, même s'il y a 3000 personnes, c'est pas possible. Donc, il y a beau d'avoir des SS qui ont dit, oui, on a mis le feu à l'église, elle a brûlé complètement, c'était horrible. Mais non, les cadavres, les cloches, le confessionnal, ça marche pas. Donc même s'ils ont tous avoué ça, ça m'est égal, ça vaut 0 face au constat matériel. C'est ça que les gens doivent savoir. Et mes adversaires, notamment ce gars qui a écrit ce livre en mars 2024, c'est que ça. Les SS ont avoué, il a avoué ci, il a avoué ça. Mais oui, mais Nicolas Bernard, là, va voir sur place, tu verras que ça tient pas. Donc, les histoires de SS qui auraient avoué, ça ne m'impressionne pas. Et d'ailleurs, regardez, Booth qui disait, oui, on a fait sauter d'abord l'église, ensuite il a dit, on a fait sauter quelque chose. En 2015, il a été retrouvé par Paris Match. Moi, j'avais voulu le rencontrer, Booth, mais j'avais pas les moyens. Personne n'a voulu me dire. Eh bien, ils l'ont interrogé, c'est sur YouTube, hein, c'est sur YouTube. Et il a dit, oui, la compagnie n'avait pas d'explosifs. Donc, il a fallu attendre des années pour qu'enfin ils disent, oui, en fait, ce que j'ai dit, c'était des carabistouilles, hein, je veux dire, on n'avait pas d'explosifs. Et oui, c'était une compagnie de Panzer, ils n'avaient pas d'explosifs pour faire sauter une église. J'avais pas besoin de Booth pour le savoir, mais il l'a dit. Beaucoup plus tard, quand il est hors de cause. Voilà. Donc, les aveux, personnellement, ça ne m'impressionne jamais. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi les SS sont-ils venus à Oradour, finalement? Ben oui, parce que depuis le début, on dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais en fait, c'est très simple. Hein. Cette région, la région d'Oradour et de Limoges, était très maquisarde. Le 9 juin, bon, je l'explique tout ça dans mon livre, il y a un gradé de la Das Reich, Helmut Kempfe, qui est kidnappé par des maquisards. Les maquisards, on sait qui c'est, on sait que c'est les maquisards du groupe Canou. C'était un gradé qui était non seulement aimé de ses hommes, mais qui était très compétent. Et les SS commencent à faire une enquête pour tenter de le retrouver. Et dans cette enquête, très rapidement, en moins de 24 heures, il y a 3 éléments qui vont les diriger vers Oradour. Peu importe les 2 premiers éléments, le 3e, il est là. C'est Dickmann. C'est celui qui va aller à Oradour. Dickmann, il était cantonné à Saint-Junien, à quelques kilomètres d'Oradour. Et le samedi matin 10 juin, je vous rappelle qu'Oradour s'est passé le 10 juin, un samedi 10 juin, le samedi matin, il arrive à son PC à Limoges et il dit, il y a 2 Français qui m'ont dit qu'à Oradour, il y avait un gradé allemand qui était détenu, qu'il allait être assassiné le soir au cours de réjouissances, puisque vous savez, il y avait eu le débarquement, c'était la fête, hein, pour les gens, c'était la libération qui arrivait. Il va être assassiné ce soir au cours de réjouissances. Je voudrais aller le libérer parce que c'est mon ami. Donc Dickmann insiste auprès de Stadler, son supérieur, en disant « Permettez-moi, chef, d'aller à Oradour pour le libérer. » Et son chef lui dit « Oui, je vous donne 3 objectifs. 1, vous allez anéantir ce PC du maquis, parce qu'il est évident qu'Oradour, c'est un PC du maquis. 2, vous allez fouiller le village pour libérer Kempfe, il doit être quelque part dans le village. Et 3, si vous ne le trouvez pas, vous prenez un maximum d'otages et on va négocier un échange. » Voilà la mission des Waffen-SS à Oradour ce samedi 10 juin. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Les SS agissent comme partout, comme ils ont fait la veille à Tulle. À Tulle, je vous rappelle qu'ils ont retrouvé plusieurs dizaines de soldats allemands massacrés, torturés, des cadavres souillés. C'est pour ça qu'ils ont fait des représailles en pendant 99 personnes. À Tulle, ils s'en sont pas pris aux femmes et aux enfants. Les femmes et les enfants, ça ne les concernait pas. À Tulle, ils prennent les hommes, ils disent qui sont les communistes. Ils prennent ceux qui croient être des communistes ou qu'on leur dit être des communistes. Il y a sûrement des erreurs, peu importe, mais les Allemands font ça. À Oradour, ils font pareil. Ils arrivent,
Ils rassemblent tout le monde sur la place du village, ils cernent le village, ils rassemblent tout le monde. Et dans un premier temps, les femmes et les enfants, c'est pas votre problème. On va vous mettre quelque part pour être en sécurité. Ça pouvait être des fois dans des cours d'école, des fois n'importe où. Et là, à Oradour, il y avait un endroit, c'était l'église qui était un peu aux abords du village, qui était fortifiée. Donc, les femmes et les enfants, on vous met dans l'église en attendant qu'on règle ça avec les hommes. C'est ça qui va se passer. Et les SS posaient les premières questions. Qui sait où il y a des dépôts d'armes? Qui sait où est Kempfeu? Pas de réponse. Et ils disent, maintenant, on va fouiller le village beaucoup plus rapidement. On a besoin donc de toute la troupe pratiquement. Donc, pour vous garder plus sûrement, on va vous mettre dans 6 granges et garages. Et comme ça, vous serez gardés que par quelques hommes dans chaque grange et garage. Et nous, on va s'occuper de fouiller tout le village. Et à ce moment-là, on le sait par le récit de M. Bory, qui a été publié en 2018, il y a une personne qui demande à parler au chef. Le chef accepte, il lui dit quelque chose et ils s'en vont tous les deux. Le chef allemand revient, le gars reprend sa place, le français qui lui a parlé, et le chef dit « Nous avons trouvé, on va vous mettre dans les granges le temps de régler cette affaire, et ensuite vous serez libérés. » Et Bory raconte que lorsque le français parle à l'allemand, il entend le terme « serrer ». Serrer, ça veut dire « arrêter hein, », en argot. Donc le français, alors là, c'est le point toujours tout flou, puisque on n'a pas la vérité, mais à mon humble avis, ce français a dit, voilà, vous voulez arrêter des maquisards? Ils sont cachés avec leurs munitions, et ils sont cachés dans l'église. C'est là que vous allez pouvoir les serrer. Et à ce moment-là, on le sait, les Allemands précipitent la mise des hommes dans les granges. Ceux qui n'avancent pas assez vite, ils les frappent, parce que l'instant est grave. Ils cernent l'église, et c'est là que on est vers 16h. Les hommes sont mis dans les granges, et l'explosion fatale aura lieu 5-10 minutes après. Tout concorde quand on analyse bien les faits. Tout concorde. Et ce qui va se passer, c'est que donc, 5-10 minutes après, il y a une explosion. Que s'est-il passé? Ça, les bouches étant fermées, on ne sait pas. On ne saura probablement sur cette terre jamais. Mais il y a plusieurs témoignages qui permettent de reconstituer un peu. Parce qu'il y a plusieurs témoignages qui disent qu'avant l'explosion fatale, ils ont entendu des cris dans l'église. Des cris de femmes et d'enfants. Moi, ce que je suis persuadé, et ce que j'explique, c'est que les maquisards ont compris qu'ils étaient découverts. Ils se sont dit, il faut fuir maintenant. Il faut fuir. Or, la seule façon qu'il y avait de fuir, et qui était une façon logique, c'était de dire, on va provoquer une panique générale en faisant exploser la partie du dépôt qui est sous les combles. On va descendre et on va s'enfuir par la chapelle Sainte-Anne qui donne directement sur l'extérieur du village. On met à feu le dépôt, on descend vite fait. Il y avait 500 femmes et enfants dans l'église, on bouscule, c'est pas grave, on fonce vers la sortie et l'explosion souffle les toitures. On espère qu'on va pas être pris, mais de toute façon, on n'a plus le choix, qu'on va pas recevoir des choses sur la figure, et on se barre. Et le plan était tout à fait logique, et ça voulait pas dire qu'il allait y avoir une catastrophe. Pourquoi? Parce que, je montre dans mon livre les plans de l'église, entre les combles et le clocher, il y avait qu'une toute petite porte. Il était tout à fait probable que l'explosion ne soit que dans les combles, pas dans le clocher. Or, les voûtes de l'église, elles ont résisté, parce qu'elles étaient suffisamment solides. Elles ont été ébranlées, elles étaient crevassées, mais elles ont résisté. S'il ne s'était passé que ça, le plan aurait pu marcher. Il y aurait une explosion, panique en bas, tout le monde est débordé, et dans la panique, on en profite, on se carapate par la chapelle Sainte-Anne. Il y avait l'entrée principale sur la place de l'église, et la chapelle Sainte-Anne, ça donnait sur des vergers. Facile de se barrer par là. Hélas, l'explosion se communique au clocher. Et c'est là que c'est le drame, parce que la voûte du clocher, elle était fragilisée par la présence de l'oculus. Une voûte avec une clé de voûte, c'est très difficile à faire s'effondrer. Une voûte avec un oculus, c'est 100 fois plus fragile. Et c'est là que la voûte s'effondre.
Mais à mon avis, c'est ça, moi, qui s'est passé. Donc, en fait, je dis, Oradour, c'est une opération de police qui a mal tourné. Et on dit souvent, Renoir veut faire porter à la résistance le chapeau. Mais pas du tout. Je dis, le plan était correct. Moi, je l'aurais fait. J'aurais dit, oui, on va faire ça. L'explosion va pas aller jusqu'au clocher. Je pense pas. Ça va exploser sous les combles. C'est tout. Et on va se carapater. C'était logique. Et c'était la seule chance de s'enfuir. Donc, à mon avis, c'est ce qui s'est passé, hélas. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très très intéressant, c'est que les femmes et les enfants ont été surpris par cette explosion. Les résistants sont partis en courant, ils ont bousculé, ça a crié, et à ce moment-là, il y a dû y avoir des débuts d'explosion, boum, 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 ça a dû être la panique, c'est à ce moment-là que ça a commencé à crier, et l'explosion ensuite a été jusqu'au clocher, et c'est là qu'elle a balayé l'église en une seconde, et qu'elle a surpris les gens. Et on a un rapport très intéressant, c'est un rapport d'un Français qui était allé chercher sa famille qui habitait à Oradour. Il est allé le dimanche matin, donc moins de 24 heures après le drame, 12 heures après le drame. Il a été dans l'église, c'est le rapport Pallier, il s'appelait Pallier, il était ingénieur de la SNCF, et son rapport a une phrase capitale que les historiens ne citent jamais. Il dit « Il ne semble pas que les femmes et les enfants aient subi le même sort que les hommes, donc qu'on a fusillés, puisqu'on a retrouvé dans l'église des corps que la mort a surpris dans une attitude normale. C'est-à-dire que la flamme est arrivée d'un seul coup, et des gens ont été complètement surpris par cette femme. Et ce n'est pas le seul à avoir dit ça. Le responsable de la Croix-Rouge qui supervisait les opérations de secours a dit la même chose, une chose très voisine. Des corps dans l'église étaient normaux. Les gens avaient été surpris. Et ça, c'est vraiment typique de cette explosion qui est arrivée. Voilà ce qui s'est passé, à mon avis. Alors, Madame Roufanche ne s'est pas évadée de l'église parce que son saut est complètement impossible. Elle aurait sauté par un vitrail. D'abord, le vitrail était très haut. C'était un vitrail qui était dans le cœur de l'église, juste derrière le maître-autel. Et elle dit, pour l'atteindre, il y avait un escabeau derrière le maître-autel qui servait à allumer les cierges. Donc j'ai grimpé sur cet escabeau, j'ai pu atteindre le vitrail. Manque de chance, Madame Roufanche, il n'y a pas d'escabeau pour allumer les cierges sur les maîtres-autel. On se sert d'une perche, d'un allumoir avec un bout enflammé. Parce que je ne sais pas si vous voyez l'enfant de chœur avec son escabeau dans une main, la bougie dans l'autre, allant de cierge en cierge. C'est ridicule. Celles et ceux qui vont dans des messes du rite Saint-Pie V le savent. Il n'y a pas d'escabeau. Quand c'est pas un escabeau non plus pour faire le ménage, parce que le derrière du maître-autel n'est jamais un débarras pour mettre monsieur propre. Hein. Donc cette histoire d'escabeau, c'est complètement faux. Et puis ensuite, donc, elle atteint le vitrail, admettons. Et là, le vitrail, il y avait 4 mètres. Et ensuite, il y avait un plan incliné comme ça, de 4,50 m. Et ensuite, il y avait un petit parapet de 1,50 m. Madame avait 47 ans. À l'époque, on n'allait pas à la salle de sport toutes les semaines, hein, surtout pour les femmes de la campagne. Donc, c'était une femme qui avait 47 ans, qui avait eu des enfants, qui n'était pas très sportive. Et on nous dit qu'elle saute de 4 mètres. Elle se réceptionne sans se blesser. Elle ne roule pas, elle s'arrête là, et elle s'en va vers le jardin du presbytère. Et c'est là que seulement un SS lui tire dessus et l'atteint de 4 balles dans les jambes. Voilà. Donc, Madame Roufanche nous fait un saut comme ça. Je peux vous dire que j'ai fait l'expérience, j'ai monté jusqu'au vitrail, j'ai regardé par dehors. J'avais un copain à l'époque qui m'accompagnait, qui avait été para. Et il m'avait dit, tu sais, moi, sans mes chaussures, je sauterais même pas. Je sais que je me briserais les chevilles en arrivant. Mais elle saute comme ça. Et moi, depuis 97, j'ai toujours dit, mais pourquoi on ne fait pas une reconstitution de ce saut? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un cascadeur qui va sauter, puis on va voir s'il peut s'arrêter en bas, sans rouler, sans faire un roulé-boulé, et en s'arrêtant après miraculeusement sur le parapet, là. Pourquoi on ne le fait pas? Ils n'ont jamais voulu. Et d'ailleurs, au procès en appel, il y a une des juges, une assesseure qui a dit « Mais monsieur, quand on est paniqué, on peut sauter !» Ah, mais je dis « Madame, mais oui, mais le problème, c'est que quand elle va arriver, elle va se briser les chevilles, c'est évident. » Et je lui dis d'ailleurs « Madame, vous voudriez faire ce saut ?» Alors, il y a eu un éclat de rire. « Ah, mais monsieur, je n'ai plus 20 ans !» Ça tombe bien, Madame Roufanche avait 47 ans. Je n'aurais pas l'outrecuidance de vous demander votre âge, madame, mais vous êtes plus près de 47 que de 20. Vous comprenez? Voilà, on va le faire.
Jamais ils ont voulu faire la reconstitution de ce saut. Alors nous, on s'imaginait des trucs, on voulait prendre un mannequin, etc. Bon, on n'a jamais osé le faire. Mais ce serait intéressant. Alors en plus, depuis que j'ai eu accès aux archives, j'ai vu que son témoignage officiel a été raturé. Bon, ça c'est pas dans le livre puisque je l'avais pas encore. Bon, enfin bref, peu importe, tout ça c'est de la grosse magouille. C'est de la grosse magouille parce que je suis persuadé que Madame Bourfanche n'était pas dans l'église. Elle n'était pas dans l'église parce qu'elle était dans la résistance. Dès qu'ils ont vu les SS arriver, ils ont pu se carapater. Parce qu'il y en a qui ont pu se carapater quand même. Hein. Bon, mais à mon avis, donc toute cette histoire de saut à travers le vitrail, c'est du délire absolu, avec un escabeau. Alors maintenant, quand vous voyez le plan incliné, c'est un plan incliné avec une fine couche de terre. Rien ne peut pousser dessus. Et il n'y avait rien. Sur les photos prises le lendemain, que je publie là et que je montre dans mon DVD, il n'y a rien. Il y a juste de l'herbe. Alors après, ils ont dit, non, mais en fait... elle est arrivée sur des ronces. Donc ça l'a arrêté. Et alors, naturellement, des ronces, c'était pas suffisant. Et j'ai un de mes amis, Monsieur Dopp, qui est décédé maintenant, hélas, qui a filmé le guide en 2006. Mais en 2006, c'était plus un bouquet de ronces, c'était un bouquet haut de 4 mètres. Derrière ce mur, en 44, vous aviez un énorme buisson qui maintenant disparu. Un buisson qui était très haut, très touffu, et qui cachait complètement la vue au niveau de ses vitraux. Et là, elle tombe de l'autre côté, à l'extérieur de l'église, entre le mur et le buisson. Là, elle fait une chute très importante, d'à peu près 3-4 mètres, hein, ça équivaut à peu près à cette hauteur-là. Parce que derrière, vous avez un très gros dénivelé. Elle est très durement touchée, c'est bien que quand elle touche le sol, elle perd connaissance. Les soldats voient très bien qu'elle ne réagit plus, il n'est pas morte, il la laisse comme ça. Donc, il nous avait dit, voilà, en fait, Madame Bourfanche, elle est passée par le vitrail, les SS ne l'ont pas vu parce qu'il y avait un arbre de 4 mètres, puis elle est sautée, puis elle a pu être arrêtée par ce bosquet de 4 mètres de haut. Mais quand vous regardez les photos, il n'y a pas de bosquet, il n'y a rien du tout. Donc, pour tenter de sauver le témoignage de Madame Bourfanche, ils sont en train de mentir, d'ajouter des buissons, des ronces, en fait, ils sont complètement empêtrés dans leurs mensonges, et ils ne peuvent plus s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai publié mon livre dans un avant-propos, j'ai dit, bon, je sais que je vais être arrêté un jour ou l'autre. Je sais, maintenant, ils sont sur mes traces, mais peu importe, la vérité triomphera un jour ou l'autre, ils ont déjà perdu. Alors, et j'en terminerai avec ça, parce que j'étais assez long, il y a une question qu'on me pose toujours, mais pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi est-ce qu'on ment finalement? Parce que si vous dites que la résistance, c'est pas vraiment de sa faute, pourquoi on ment? Oh, mais c'est très simple. Il y a 2 raisons pour lesquelles au Oradour on ment, comme disait Robert Forisson, on a menti, on ment et on mentira. La première raison, c'était que en 1944, il fallait faire oublier les terribles bombardements alliés. Depuis 1942, alors ça je l'explique dans toute la première partie de mon livre, la France était soumise à des bombardements. Parce que c'était pas que l'Allemagne, hein. La France était soumise à des bombardements incessants. Et en tant que Normand d'adoption, très vite, j'ai été sensibilisé à ça, bien que ce soit une histoire complètement oubliée aujourd'hui, hein, ça c'est Caen en 1944, donc des villes complètement détruites, avec, donc c'était, vous voyez, là, après le bombardement, les gens allaient reconnaître leurs cadavres, cette petite fille venait de reconnaître sa mère, enfin bon, des drames humains. Ça faisait tellement de morts que, vous voyez, que les enterrements, on ne transportait plus les cercueils à dos d'hommes, c'était des camions qui transportaient tellement qu'il y avait de morts. C'était un scandale. Et d'ailleurs, il y avait les évêques condamnaient ces bombardements. Hein, Monseigneur Claudel avait dit, c'est en 1943, ce n'est plus de la guerre, c'est de l'assassinat collectif. C'était une politique. Alors aujourd'hui, c'est complètement oublié par les Français, mais quand on recherche dans les archives, on trouve à quel point ça a été terrible. Ces bombardements alliés avaient vraiment choqué la France. Hein, regardez par exemple, ça a été ce qu'on appelle le mois de mai tragique, 5000 Français victimes des bombardements en 2 jours. Et 100 000 sinistrés. Il faut savoir ce que ça représentait à l'époque. Donc encore une fois, aujourd'hui c'est totalement oublié, mais en 1944, fallait faire oublier ça. Or, justement, là on est en mai 1944. C'était des Oradours puissance 10, hein, tout ça. On est le 30 mai 1944, c'est-à-dire 11 jours avant Oradour. Donc quand Oradour se passe, pour les Alliés, c'est le pain béni. Ah, et tout ça, on dit, on va le faire oublier. Toutes ces scènes, tous ces bombardements, on va les faire oublier.
Et ce que l'on fait, voilà. Ah, on publie un timbre. Oradour, la barbarie nazie en France. Souviens-toi, remember pour le monde entier. Et on nous dédie des cartes postales. On veut plus jamais voir ça, etc., etc. Et on nous balance du Oradour dans la presse. On nous balance, regardez la barbarie nazie. Regardez ça. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, vous voyez par exemple là le cimetière de Coutances. C'est le carré des morts du bombardement. Que j'ai été voir moi-même, hein, ce sont des photos de moi. Oui, c'est conservé, mais il n'y a jamais une commémoration. Non, vous savez, c'est la guerre zéro mort. C'est-à-dire zéro mort dans votre camp et où les morts adverses comptent pour zéro. C'est ça la guerre zéro mort. Ces morts-là comptent pour zéro. Gilbert Martin, 5 mois, ça compte pour zéro. Parce qu'il y a Oradour. C'est à Oradour qu'il faut aller voir. Ça, c'est une plaque au cimetière des 4 Nations à Caen. Vous avez 2 rangées, c'est les victimes du bombardement du 6 juin 1944. Vous avez 2 rangées, que des familles entières. Ce sont des listes de noms complètement oubliés, complètement à l'abandon. Et dans l'avenue en face, il y a le cimetière des 4 Nations. Moi, je suis canet, donc je connais. Et vous avez la clinique de la Miséricorde. Le 6 juin 1944, les blessés y avaient été amenés dans cette clinique. Donc il y avait énormément de blessés du premier bombardement. Les Américains reviennent. La clinique est touchée par des bombes. Des gens meurent. Il y a des gens qui meurent brûlés vifs. Des gens qui avaient été opérés la veille, se jeter par la fenêtre. Il y a un sauveteur qui raconte ça, qui s'appelle Rémi Streif. C'est un livre qui a été publié, qui sont complètement oubliés ces bouquins-là, qui racontent des choses horribles. Par exemple, dans une cave, on a retrouvé le testament d'un gars. Ils étaient dans leur cave et ils ont été bloqués parce que l'immeuble s'est effondré et ils sont morts asphyxiés petit à petit. Et le gars a noté, heure par heure, ou dizaines de minutes par dizaines de minutes, l'état qui se passait. Sa femme se meurt, lui commence à avoir mal à la tête parce que l'asphyxie par monoxyde de carbone, c'est ça. Ce document a été retrouvé. Si ça avait été un document pour la barbarie nazie, on le verrait partout. Mais ce document, il est dans un bouquin, mais j'ai essayé de retrouver l'original. On ne sait pas où il est. Voilà, c'est pas le journal d'Anne Frank, naturellement. Voilà. Et donc Oradour, c'est la deuxième raison pour laquelle on ment. Mais c'est l'utilisation politique du massacre d'Oradour. Début du procès en janvier 1953, qu'est-ce que dit le président? Le véritable procès que nous jugeons ici est et demeure celui de l'hitlérisme. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Oradour, c'est un crime de guerre. Mais non, on s'en sert. Au moment où le centre de la mémoire d'Oradour va être inauguré, on interroge son directeur qui nous dit « c'est un lieu antifasciste ». Ah, et je pensais que l'histoire, c'était pas politique. C'est pour ça que quand ils disent « mais Renoir est un nazi », oui, et alors? Et alors, vous n'êtes pas antifasciste? Vous le dites vous-même. Là, le 13 octobre de 2004, c'est encore une fois, c'est Jezierski, c'est le directeur. Hein. Comment concevez-vous le centre de la mémoire? Ce doit être également un lieu antifasciste où la famille, l'enfant et l'adolescent doivent trouver des réponses, des idées, des opinions qui leur permettent de se situer en tant que citoyens. Bref, le centre de la mémoire d'Oradour, c'est une usine pour embrigader, notamment la jeunesse, sous la bannière de l'antifascisme. Et après ça, ces gens vont nous dire « Ah non, mais nous, on est objectifs. » S'il vous plaît, et c'est ce que je dis dans mon bouquin. Ok, Vincent Renoir nazi, peut-être, mais vous êtes antifasciste. On a tous des motivations politiques. Ce qui va nous départager, c'est qui dit vrai, qui dit faux. Voilà. Qui a la vérité, qui ne l'a pas. Qui se base sur des aveux et qui se base sur des constats matériels. C'est tout. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent absolument pas débattre. Voilà. D'ailleurs, regardez. Oh, c'est la LICRA qui organise des voyages à Oradour. Mais qu'est-ce que... Oh, voilà, la LICRA. Eh, non, mais ils sont pas politiques. Eux, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Non, attendez. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces gens me disent « Mais on ne peut pas débattre avec vous !» Ben, moi, je lis dans les leçons de morale d'un manuel républicain de 1882, je crois. « La libre discussion est d'absolue nécessité dans l'ordre des croyances qui se démontrent et qui se discutent. » C'était ce qu'on apprenait dans l'école de la République en 1880. Mais, visiblement, Oradour, c'est pas une croyance qui se discute. C'est une vérité révélée. Et Jean-Paul Picapé, dans Les Ombres d'Oradour, nous dit « Car le débat est le carburant qui fait tourner la démocratie. » Sauf sur Oradour. Et sur d'autres choses aussi, d'ailleurs, il n'y a pas de débat. Non, là, il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant, la démocratie marche toute seule. Voilà. Alors, c'est ça, et je dirais que
Rien que cette répression qu'ils ont suffit pour voir qui dit vrai et qui dit faux.